Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du vendredi 12 janvier 2024. Où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement? Aujourd'hui, en manchette, on parle d'une sortie pour la Switch 2 en septembre, du casting de Dina dans The Last of Us HBO et des critiques pour le musical de Mean Girls qui sort au cinéma aujourd'hui. Mais commençons avec les critiques pour Prince of Persia The Lost Crown qui sort la semaine prochaine. Il y a une démo qui est sortie hier sur toutes les plateformes. Le embargo a lifté en même temps. Fait que prenons le temps de regarder tout ça ensemble. Au moment où est-ce qu'on se parle, avec 65 critiques de listées sur Metacritic, il y a une moyenne de 86. Fait que c'est pas mauvais. Attendez une minute, mon live split, ils viennent de bugger. Fait que là, je peux plus avoir les timestamps, on va juste le reset. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. There you go. Fait que 86 de moyenne pour commencer l'année. Really great pour Prince of Persia The Lost Crown. Comme vous savez, c'est un titre que j'anticipais grandement. Attendez, là, il y a un bug, ça marche plus. Pourquoi ça a tout effacé? Attendez, là. Je comprends pas pourquoi ça a fait ça. On a un petit problème technique de Kickstart Things aujourd'hui, les amis. Si je fais ça comme ça. Ça de même. Ça marche plus. Ok. Interesting. Ce sera pas long là. Pourquoi j'ai plus mes... Ok. Ça a comme tout effacé for some reason quand j'ai split tantôt. Ok. Ok, on est en business là. Fait que si je rattrape ce que je disais, 86 de moyenne sur Metacritic pour ce genre reboot de la série Prince of Persia dans un univers Metroidvania 2D. J'ai la critique de IGN de mis de côté. On va l'écouter puis après ça on va regarder d'autres impressions au travers de différents outlets pour Prince of Persia The Lost Crown. Qui sort next week. I fell in love with Prince of Persia: The Sands of Time way back in 2003. It helped redefine 3D action games with a clever rewind ability that enhanced Ça fait 20 ans que Sands of Time est sorti. Ça nous rajeunit pas. While the aughts saw a bunch of sequels with similar elements, none ever quite hit the same heights, and the 2010s were a parched desert for the series. But like an oasis, Prince of Persia: The Lost Crown. C'est déjà un bon signe en partant de voir autant de reviews sortir une semaine avant le lancement. Yeah, Ubisoft était confiant. Il était confiant. That calls back to the roots of the 1989 original. On dit que c'était bon. On the OG Xbox. Moi j'avais vu sur PC back in the day. Warrior Within était dope too avec le DACA. Mais pour vrai, Warrior Within, je sais vraiment pas pourquoi ils ont pris comme une direction fucking dark avec là. Fucking dark et edgy. Like the Sands of Time and 2009's Prince of Persia reboot, The Lost Crown constitutes a reimagining of the series, striking out in its own direction but maintaining some familiarity.
the enticing basics are the same. As a quick, acrobatic protagonist, you explore a massive, semi-ruined location covered in deadly traps and filled with various soldiers and monsters you must overcome with strength and cunning. And, of course, time shenanigans are afoot. What is this sorcery? The similarities end there, though, as The Lost Crown tells a new story based on Persian mythology, leaning into an adventure filled with cool characters that are often pretty interesting, although the plot can get tripped up in its details and delivery as you explore the maze-like map. At the heart of the tale are the Immortals, a group of 7 nearly superheroic warriors dispatched to the legendary Mount Kaf to rescue the kidnapped Prince of Persia. You play as Sargon. Mais là, le Prince, là, c'est-tu le Prince dans les autres jeux? Right? Le Prince. Parce que on dirait que c'est lui, mais je suis comme pas sûr si c'est bel et bien lui. What is this all about? I wasn't planning on killing you, Sargon. Stay out of this. Sargon is a capable fighter from the start. Non, mais le prince qui se fait kidnapper. Is a huge part of why it works so Celui que tu dois well. Fighting sauver. enemies is as compelling as exploring the sprawling map, thanks to combat that emphasizes speed, reaction time, and pressing your advantage. Sargon's speed is his greatest strength, and even basic enemies hit hard enough that you always need to be reading their Je le movement. sais que notre personnage c'est pas le prince tabarnak, mais celui-là faut que tu sauves, qui viennent de dire que c'est ça ton objectif. C'est-tu le prince dans les autres Prince of Persia? And the fun comes from learning to master Donc ça se passe-tu dans la même ère que Sands of Time pis tout ça? One of the Lost Crown's best ideas is to increase its focus on melee action beyond what you might expect from a typical Metroidvania. Think almost Sekiro meets Devil May Cry. Yeah, ça c'est remarqué, là, même ça m'a fait penser genre un platform fighter avec les combos Kicking là. smaller enemies into the air allows you to juggle them, while you can On le sneak sait pas, il y a rien behind qu'une larger démo. enemies to evade Ben, il y a their du monde blows. qui ont le In full addition to regular strikes, version. upward and downward attacks, and aerial Il stream maneuvers, déjà au complet. Sargon also has moves that follow from dodges and slides, and heavier Dans Legend of attacks Zelda, that tu can joues pas be charged Zelda, up dans or Prince of Persia, changed, tu joues pas le prince. depending on Video when you games, execute why them are you within lying chain. to us? All of his attacks are simple Fait and qu'on est easy à un to point. execute, but still made him feel like a fierce warrior at all times, especially as I learned how to read opponents and pull off combos that allowed me to absolutely dominate. Dans Mario Brothers, Mario est pas sa brosse. Adding to the thrill is the fact that combat is so damn stylish. Sargon and the other immortals who appear as NPCs zip across battlefields at impossible speeds as bright colors splash over the background. Parrying specific powerful attacks even triggers a quick execution cutscene that eliminates regular enemies outright. Miss a parry, C'est pas des however, bons jeux, mais ça me and fait the penser à Lost ce que Crown Assassin's will Creed show 2D you essayait de just how faire. bad you messed up. Ouais, Flashy les sequences Chronicles, also mark China, Sargon's and all unlockable that. Là. Athra surge abilities, which have to be charged up by damaging enemies. These let you do things like throw several foes into the air at once, create a J'ai healing pas field, or joué à fire ceux-là, a hugely malheureusement. powerful arrow with flare. Never is combat better than in boss battles, though. All the same rules of regular battles apply, with attacks that can be parried and some that Puis trigger le jeu a counters to l'air land a full huge cinématique cinematic dans le hit. gameplay là. But bosses all have C'est similar nice. tools to your own, like unparryable moves and even their own Athra abilities that you have to learn and avoid. One boss trounced me again and again by snagging me with his Kratos-like chain weapon. Every time I failed to link my jumps together to avoid it, I got humiliated by a killer cutscene as he smashed me into the ground with a Oh lightning my strike-like god! blast. C'est quasiment comme un Final Smash animation. These moments come across Mon like Dieu. gods clashing, and the Lost Crown's bosses having abilities similar to yours makes them feel like true contests of skill. The other half of the Lost Crown is its platforming gauntlet. As with combat, platforming is consistently excellent. Most of the abilities you'll unlock while making your way through Mount Kaf Yeah, will be familiar ce to jeu-là doit Metroidvania vraiment être... Le staples platforming dans le like jeu-là double doit vraiment jump, pick up a quand t'as midair le dash, double and a jump. grapple. With its platforming, the Lost Crown doesn't break the mold, but it does execute everything it attempts exceptionally well.
some really Oh, look at that great, challenging platforming, level guys. design Look that at put you this through your paces, platforming. dodging swinging blades, and Jouissif, avoiding spikes. man. And the Ça va obstacles être you face tellement bon. never feel cheap or frustrating. The Lost Crown does discard the time rewinding power that Yep, has defined yep, most of the Grondin. Prince of Persia games. Effectivement. Instead, when you fail a platforming section, you're just The returning real to the ones, last chunk of solid ground you remarque touched ces with a détails-là, little là. damage. It isn't as thematically neat, but it is a functionally quicker, cleaner approach to allowing you to adjust for your errors. It's rare that a platforming section feels too long or is annoying to repeat, since you can just make additional attempts almost instantly, and you can only really suffer consequences when you fully run out of health. Mount Kof itself is a big map with a lot of impressive areas. Again, the ideas at play here aren't rewriting the Metroidvania playbook, but they serve Ce qui m'a fait rire hier, là, c'est que les gens de Bonfire ou Checkpoint s'appellent des whack-whack tree. Like an Je trouve le nom underground très harbor filled comique. with explosives Whack-whack, and man. ambushes, and an academy area where keeping quiet is necessary to avoid a towering, overzealous, blind librarian. You'll revisit each Ouais, location quelqu'un qui s'est over dit on and va over appeler ça le again as you whack-whack unlock tree. new abilities, and they're all different enough that return We're trips shipping the game remain with this interesting name. even late into the campaign. Ooh. The Lost Crown also lets you snap a photo of any spot where you see something you Yeah. can't currently reach. On en or a parlait au puzzle début de la you don't semaine, yet là. understand, which Ça adds semble the vraiment image être to un your game map. changer It's a brilliant system feature, ça, là, that là. every Metroidvania should emulate, as it encourages you to find everything Mount Kof has to offer and cuts down on the irritating need to scour every single corner. Nice. Très cool. My favorite location was a sea battle up, frozen Mr. in Johnny? time, Bon where you matin à can toi. walk on waves mid-crash. As you progress, Go you hype for Prince of Persia. restart time for part of the area. What have I forcing been you to saying travel for the through past stormy 6 battle, months? even as other parts of the location are still frozen, creating a very cool effect. But it was elements Le like whack-whack this tree that qui est made game me wish changer? The Lost Crown Non, leaned le- harder into its broken flow le of fait que time tu peux premise, prendre des which is screenshots more something in-game. characters talk about than something that actually happens What's up, on Queen screen. Bobette as well? Characters Bon will matin. mention seeing different versions of the Immortals, or even claim they've interacted with Sargon before you've met them throughout the story. But The Lost Crown doesn't fully explore these fascinating ideas. In fact, at points, it instead felt like I had outright missed something. Hours for you, days for me, years for Ardashir's man. The same is true of one of the Lost Crown's side characters, who disappeared at one point, never to be seen again. And I had one minor side quest that never seemed to advance correctly. Ah, bon. Additionally, the relatively open, interconnected world of Mount Kof sometimes plays against the story that takes place within it, where taking a certain path can cause you to miss events or reach them slightly out of order. Even after I finished, the whole tale seemed to have a few lingering plot holes. You're still like a stone skipping across the water. As much as I liked the characters throughout, its conclusion was somewhat unsatisfying due to what seemed like missing pieces. Prince of Persia: The Lost Crown captures not only what made games such as The Sands of Time so good, but it irons out a lot of the little issues that plagued the 3D games in this series by opting for a 2D perspective, and it owns that choice. It also works extremely well as a traditional Metroidvania, sticking with tried and true elements of the genre, but executing them with precision. The story can feel a bit jumbled at times. C'est ça, là. Pour but les it's the fast and Metroidvania, là. fun combat Pour les Metroidvania en 2024, là, ou les Metroidvania modernes, tu peux plus juste comme te fier au fait que c'est un Metroidvania, on va juste reprendre tout ce qui fonctionne dans un Metroidvania puis on va juste l'implémenter. Non, faut que ça soit implémenté de manière tellement précise et tellement parfaitement pour que ça stand out. Parce que je pourrais vous lister un paquet de Metroidvania que j'ai joué dernièrement, que c'est genre du 6-7 out of 10 material parce que ils ont implémenté les conventions de Metroidvania bien correctement, mais ça pousse pas genre la limite. C'est juste un Metroidvania basic as hell. Puis comme c'est pas un concept qui est nécessairement difficile à implémenter à mon avis. Là. You need a big map, puis des upgrades que tu dois déverrouiller pour après ça approfondir justement ton exploration au travers de cette même map-là. Là. C'est comme ça le concept fondamental de Metroidvania. Mais quand même, il y a des éléments qui doivent être approfondis et mis de l'avant davantage pour que ça soit un titre mémorable.
Et ça semble être le cas avec Prince of Persia, which I do appreciate, étant un grand fan des Metroidvania. Metroid Dread a fait la même chose, là, tu sais. Rappelez-vous de la conversation qu'on avait quand Metroid Dread était sorti, on était comme oui, Super Metroid, c'est considéré comme The GOAT, ou Castlevania Symphony of the Night, c'est comme les deux Metroidvanias qui sont considérés comme les greatest of all time. Mais là, Metroidvania prend exactement ce que ces jeux-là l'ont fait, puis il le met avec une lumière plus moderne. Puis c'est quasiment autant bon, c'est pas meilleur que ces jeux-là back in the day, là. Fait que, le genre, les Metroidvanias actuels, faut qu'il y ait une petite twist moderne, faut qu'ils s'adaptent, parce que tu peux plus juste te fier sur le fait que, notre jeu c'est un Metroidvania, fait que c'est une valeur sûre, à mon avis. System, the tight and satisfying controls, and the stylish look and feel. Un remake de System Shock l'année passée est un bon exemple de Metroidvania 3D excellent remake d'une vieille. Ah ouais, c'est considéré un Metroidvania, ça? For more recent Metroidvanias, check out our review of The Last Faith or Cookie Cutter. And for everything else, stick with IGN. Donc IGN on donnait un 8 sur 10 qui est un très bon score. C'était mon feel avant même que les critiques sortent, là, que ça se situe dans le 8/9 sur 10 range. Si on regarde d'autres critiques au travers de différentes publications pour Prince of Persia The Lost Crown, tu sais, vous pouvez voir là, sur les 65 critiques de listées sur Metacritic, il y en a une qui est mixte. Et 64 qui sont positives. Donc, this game is good. Okay? Le consensus général, là, quand quelqu'un dit oh, Max, who cares about review? Mais le consensus général, c'est que ce jeu-là est bon. Alright? Et vous pouvez même aller check out la démo pour vous-même. Si vous avez n'importe quelle plateforme, la démo est disponible. Fait que vous avez comme pas de raison de pas au moins l'essayer, là. C'est un immersive sim qui, I guess, est une extension des Metroidvanias. Right. Attack of the Fanboy, on donnait un 10 sur 10, disant Prince of Persia The Lost Crown is a superb Metroidvania that reignites the franchise in exciting ways and only gets better the longer you play it. Mais puis ça c'est bon parce qu'on s'entend que on est in avec un 20 plus hour experience avec Prince of Persia The Lost Crown, qui est quand même long à mon avis pour un Metroidvania, là. Je veux pas restarter la discussion qu'on a déjà eue par rapport à la longueur d'un jeu de ce genre-là. Mais tant mieux si ça devient meilleur au fur et à mesure que tu joues, parce que si t'es pour jouer pour une durée quand même plus longue que la normale pour un jeu de ce genre-là, là, c'est une bonne chose. Meticulously crafted platforming mixed with exhilarating combat makes for a game that is nearly impossible to put down. Game Informer, on donnait un 9.5 sur 10, disant The Lost Crown makes it hard to put the controller down, constantly urging players to follow its path just a little further. Following its persistent pull to explore more of Mount Kaf is easy, though, thanks to how good it feels to do so. Between its first-rate platforming and engaging combat and progression, The Lost Crown's various parts coalesce in a sublime loop. Gameplay is king, and this Prince of Persia understands that. You do love to see it, mesdames et messieurs. Let's see, who else? Easy Allies, 9 sur 10. Prince of Persia The Lost Crown is a successful reinvention of the dormant franchise that carves out a marvelous new identity, one that clearly has a bright future. While it doesn't revolutionize the Metroidvania genre, it certainly elevates it to new heights by refining it and blending in the best aspects of previous Prince of Persia entries. Combined with a terrific soundtrack, a stylish aesthetic, and an intriguing narrative that avoids the pitfall of becoming too overbearing, The Lost Crown marks an excellent start to 2024. Oh yeah. GameSpot, 9 sur 10 également. Prince of Persia The Lost Crown is a sea change for the long-running series, and almost as dramatic a shift as Sands of Time was when it took the classic platformer series into 3D. This new genre debut is so confident that and impeccably crafted that this should simply be the identity of Prince of Persia for the foreseeable future. Ils ont quand même un excellent point, parce que ça là,
c'est effectivement une discussion intéressante à avoir parce que là, on l'a dit tantôt, Assassin's Creed, c'est littéralement un approfondissement à ce que Prince of Persia a fait back in the day. Là, est-ce que c'est pertinent pour Ubisoft d'avoir Assassin's Creed qui est legit Prince of Persia plus approfondi et Prince of Persia qui est comme ton 3D action adventure game qui est un peu plus scale back? Là, c'est sûr qu'il va y avoir le remake de Sands of Time qui va sortir à un moment donné. Je sais pas quand, mais c'est toujours prévu. C'est toujours en développement chez Ubisoft Montréal. Mais tu sais, rendu là, si t'es pour avoir deux... Oui, je sais intellectual property, mais si t'es pour justement faire de quoi avec ces propriétés intellectuelles-là qui ont un certain prestige ou une certaine réputation, pourquoi pas focus sur 3D open world action game avec Assassin's Creed, puis Prince of Persia, tu gardes ça comme ton Metroidvania. Ça pourrait fonctionner. Puis si tu veux faire des platformers, ben t'as Rayman qui peut être approfondi, hein Ubisoft? Ce serait nice d'avoir un nouveau Rayman. Nearly every part of Prince of Persia: The Lost Crown works so well and the parts connect so seamlessly that it feels as if the series has found its new genre home. Et ça, on check out la mixed review. Plus loin. Inverse, que eux, ils ont donné un 6 sur 10. Disant, in its combat and tricky platforming sections, The Lost Crown is mostly a blast. The problem is that it's surrounded by dull exploration, frequently underwhelming bosses, and enough small frustrations to keep it from greatness. I'm baffled at how little it dives into its unique frozen time premise, because the moments where it does are the best parts of the game. The Lost Crown's high points are enough to recommend it to anyone looking for a good action platformer, but if you want a game that scratches the itch of satisfying exploration, you may walk away disappointed. Fait que ça ressemble à ça pour Prince of Persia: The Lost Crown, comme j'ai dit, qui sort la semaine prochaine, le 18 janvier, sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Demo out right now sur toutes les plateformes qui montent un bon... C'est un bon 45 minutes, je dirais, là. Cette démo-là. Je vais avoir mon playthrough de la démo qui va être mise en ligne plus tard aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Fait que allez give un petit sub à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait en prévision de ça. Puis justement, Podvin dans le YouTube chat qui dit: oh, dual stream YouTube et Twitch. Effectivement, on dual stream maintenant. Comme ça, les rediffusions de la VIICTIIMINUTE sont sur YouTube dorénavant. Toutes timestampées. Là, je suis en train de me dire que va falloir un miracle pour les timestamps du show d'aujourd'hui parce que là, ça a tout foiré. Mais ça va être timestampé pareil. Ça va être timestampé pareil. Là, si on vient à The Lost Crown, la démo, la performance, tout ça, vu qu'il est sur plusieurs plateformes et Ubisoft ont même comme mis de l'avant toutes les specs et la résolution puis aussi le framerate que ciblé pour la sortie multiplateforme de Prince of Persia: The Lost Crown. Beaucoup de questionnements par rapport à la version sur Switch, right? Si ça run bien ou non. Semblerait-il que ça run parfaitement sur Switch. T'as du 1080, 60 FPS, peu importe si tu joues en docked ou en... Ben, c'est sûr que si tu joues en handheld, t'as pas 1080p, là, t'as genre 720 or something. Mais sur Switch, ça run parfaitement aussi. Donc, s'il y en a là, qui ont un petit doute par rapport à quelle plateforme ou acheter The Lost Crown, semblerait-il que peu importe la plateforme, vous allez pouvoir apprécier le jeu pareil. Il n'y aura pas de limitation technique tout dépendamment de la plateforme. Moi, j'ai joué sur Xbox. J'ai essayé la démo sur Xbox, j'aurais plutôt dire. Puis c'était fluide, man. C'était très, très, très fluide. Autre affaire aussi qui est highlightée là.
dans The Lost Crown, c'est l'authenticité du jeu. Là, j'ai repris un tweet de Dream Boom sur Twitter/X qui dit Seems no one mentioned this, but the music of Prince of Persia The Lost Crown is full of Iranian music influences and sidesteps the stereotypical Arabic music entirely. Turns out it was composed by an Iranian-born Muslim woman called Mentrix Music, qui a genre 125 followers. Make her name known. Puis, tu sais, juste dans la soundtrack, là, vous allez voir, là, c'est effectivement, ça feel très authentique à l'endroit où est-ce que c'est situé, right? Fait que yeah, shout out à tous les gens qui ont travaillé sur cette site-là. Ils ont vraiment bien exécuté le tout. Le Whack Whack Tree, we just call it a bonfire. Side of Grace, Idol, Lamp, Whack Whack Tree, we just call that bonfire, okay people? FromSoft corrompu nos pensées. On se croirait chez Amir, sacrément. C'est exactement pas ça qu'il faut dire. Oh là là, cependant, il y a eu un peu de controverse avec toute la couverture de Prince of Persia The Lost Crown parce que je sais pas s'il y en a qui ont vu ça circuler hier, mais il y aurait un personnage dans le jeu qui est voiced avec du text-to-speech. Là, j'ai pas regardé c'était quoi les détails exactement de tout ça. Mais ça l'a fait un peu de... la discussion était au rendez-vous. Let's just put it that way. On va lire l'article de Rebecca Valentine du côté de IGN. Prince of Persia The Lost Crown launches next week. While we really dug the game, you can check out our review for more on that. We already did. There's one odd detail that stuck out. We can't help but give its own article. One of the game's minor NPCs will be voiced by a text-to-speech program at launch. Seemingly because someone, probably Ubisoft, forgot to record and add a human being's voice for the role. Là, ce matin, c'est sorti comme quoi que Ubisoft vont corriger le tout. Mais quand même, c'est bizarre. C'est bizarre, et là, ça amène toute la notion de comme l'implémentation du AI dans les jeux vidéo, puis à quel point que ça peut être un peu too much. C'est juste The Finals avec ses announcers AI, ça a créé un peu de controverse. Quand que je pense que c'était le alpha or something, le premier test a été rendu public, là. Fait que, yeah, it's just a bit weird. Puis je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo du AI qui prend la voix de Mario. Faut que je vous montre ça. C'est tellement weird, ok? It is so weird. Puis Nintendo avait genre aucunement approuvé ça, là. Au CES, y'en a-tu qui ont vu ça? In chat? Checkez ça, ok? I don't have feelings, but I am ready to make your shopping experience fun. Thank you for asking. Let's make it a fantastic day at Target together. Target? Mario's gonna talk at Target? Oh. Try again. Start again. What's the best thing for me to eat if I want to eat healthy? If you want to eat healthy, consider incorporating a variety of fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats into your diet. Some nutritious options could be vitamins of colorful vegetables, grilled chicken or fish, whole grain pasta or quinoa, and fresh fruit for dessert. Fait que tu sais, des fois, le AI, ça fait des affaires quand même assez impressionnantes, mais comme, des fois, ça miss the mark pas mal, là. While in discussions with fellow early reviewers during the review period for The Lost Crown, it was pointed out to us that the voice of a tree spirit character, Calyx, sounded remarkably like either an AI or text-to-speech program, specifically a text-to-speech program that's available online for free for use by streamers. That's me. You can compare some of the lines we recorded embedded below. Those same lines
processed through the TTS program right here. Ok, ils ont fait le test. Goodbye, Sargon. I've come to enlighten you as promised. Okay, hang on. Even my light cannot shine beyond the place of its beginning. Goodbye, Sargon. Ah, je pensais qu'on avait la comparaison avec le programme de text-to-speech. C'est ça ici. What's up everybody? Damon here and in today's gaming news. Wow, m'a fait le saut, j'étais comme, est-ce quelqu'un dans... Est-ce quelqu'un sur Discord qui vient d'apparaître? Goodbye, Sargon. Ok, I've ouais. come to enlighten him as promised. Even my light cannot shine beyond the place of its beginning. Ça sonne pas mal similaire, effectivement. Ouais, c'est la voix de Stream Elements. Streamlabs, TikTok. Ok, ça tu peux. Ok, tu peux choisir comme qui est exactement, je comprends, ok. Ha! Ben, écoute donc. C'est bizarre. Notably, the character in question does not seem to be credited with a voice actor in the game's credit, despite, as far as IGN can tell, every other voiced character appearing there with a named human credit. None of the other characters in the game sound like AI or TTS programs, including multiple other tree spirits like Calyx. All in all, it's a weird situation. Calyx only has a handful of lines, and some of Prince of Persia's actors voice multiple characters, so it seems that it would have been easy enough to cast a voice actor to do these as well. VIICTIIMINUTE. IGN reached out to production studio Side UK, which is credited as having handled the game's voice work, for comment and received the following. Side London provides casting, production management, voice direction, voice recording, and post-production in Prince of Persia: The Lost Crown, for which we worked with a talented cast of professional actors. As a production company, we did not have visibility of any other voice design plans, TTS or otherwise, Ubisoft had for the game. So, Side UK didn't put the TTS in, which leaves Ubisoft the culprit. Ubisoft in fact confirmed it was their doing, but the explanation the developer gave is a bit bizarre. Yo, what is this story? C'est not very weird. Et là, je lis pas l'article pour discredit les critiques de Prince of Persia: The Lost Crown. Là. Je veux pas que le monde pense que j'étais comme ben tu sais, comme le jeu il est bon, mais les développeurs utilisent text-to-speech, fait que c'est des pieces de shit. Juste comme illustrer cette weird instance là. Fait que pitchez-moi pas des rushs puis dites que je fais juste highlighter la négativité dans l'industrie du jeu vidéo là, s'il vous plaît. During the development process of a game, some teams use multiple placeholder assets, including text-to-speech, voiceover, until final dubbing is delivered. The English version of these 8 lines of text for this character were not properly implemented, but will be swapped out and updated with an upcoming patch. Prince of Persia: The Lost Crown is fully voiced overed in English, French, Spanish, German, and Farsi. What the hell is Farsi? With more than 12,000 lines in total, it is also subtitled in Italian, Portuguese, Brazilian, Chinese, Korean, Russian, Arabic, Polish, and Japanese. Fait que c'était vraiment quelque chose qu'ils ont mis en place en attendant d'avoir comme les vraies lignes de dialogue. Finalement, ils ont juste jamais mis. Une langue, get the fuck out, the hell is Farsi. Mais j'ai jamais entendu cette langue-là. Là. Il l'a-tu genre sur Duolingo? Tu peux-tu apprendre le Farsi? Farsi, c'est pas la langue en perse? J'ai aucune idée. Sûrement. Ubisoft is correct to point out that placeholder assets are common in development, and early builds will often use TTS programs, AI voices, or even just have random developers around the office record lines. So they have something to work with until scripts are finalized, and professional actors can be brought in and paid to record the dialogue. While it's a silly but understandably mistake if someone just forgot to stick the human recorded dialogue into the game, the whole scenario gets weirder when you look at the credits and notice that Calyx doesn't have an English voice listed at all, despite apparently having cast and credited humans for all the other languages. Additionally, while the game has a day one patch noted in the guide sent us
sent out to reviewers. Calyx's voice won't be fixed in that. Ubisoft told us to expect late January or early February. Ubisoft did not provide an answer when we asked why Calyx wasn't listed in the credits, as we followed up with Side UK to ask if the company recorded any English voice lines for Calyx to begin with, but have yet to receive a response. Given all of this, all signs point to Ubisoft having simply forgotten to record a real person, or ask Side UK to record a real person for this very specific character in one language, and now scrambling to get it done the week of launch. Hey, même dans des grosses, quand même une grosse production, c'est pas un studio fuck all, c'est Ubisoft, c'est pas une production indépendante, là. Mais même dans des gros projets venant de AAA developers, il y a des petits oublis de ce genre-là qui se retrouvent dans les projets. Mais là, c'est ça, comme j'ai dit, et il prévoit corriger le tout. Donc, tu sais, même encore là, c'est pas quelque chose qui ruine le jeu ou qui diminue la qualité du projet en soi. C'est juste comme bizarre, puis en tout cas, c'est très comique comme situation, mais ça va être réglé, puis a little oopsie de la part de Ubisoft à ce niveau-là. Là. Fait que le Farsi, c'est Persian, also known by its endonym. Farsi is a Western Iranian language belonging to the Iranian branch of the Indo-Iranian subdivision of the Indo-European language. Merci de la précision. Valina va se coucher bien moins niaiseux. Ben, moi, je vais me coucher moins niaiseux. Peut-être que tout le monde dans le chat savait c'était quoi le Farsi, mais... Not this guy. Didier Terry, what the fuck did you do? Yeah, someone is getting yelled at aujourd'hui dans le bureau d'Ubisoft. Et là là. Fait que yeah, c'est ce qui complète notre segment dédié à Prince of Persia The Lost Crown. On risque de le couvrir ensemble la semaine prochaine sur le stream, faire une petite découverte là, du full game ensemble. Looking forward to that. Ensuite, parlons de d'autres news stories bizarres, parce que là, the internet was losing its shit yesterday, parce que pensais avoir découvert la potentielle date de sortie pour le successeur de la Nintendo Switch, présentement nommé comme étant la Switch 2, right? Parce qu'on n'a pas le full official title pour la nouvelle plateforme de Nintendo. Donc AI Shark, dans une sortie de presse, qui ont dit qu'ils prévoyaient genre revive les Game Shark pour justement la sortie de la Nintendo Switch 2. Et eux anticipent le tout en septembre de cette année. Pour justement coïncide avec la sortie de la Switch 2. Et là, le monde était comme wow, genre qu'est-ce que c'est ça? Comment ça que Game Shark ou AI Shark ont cette information-là? Finalement, ça a été une précision qui est quand même importante à amener dans tout ça. C'est que c'était juste un guess. Ok? Ils ont juste pris un wild guess sur quand que la sortie de la Switch allait être effectuée cette année. Septembre, très probable. C'est comme n'importe quand entre la période de septembre à novembre, à mon avis, c'est un bon moment pour lancer une console parce qu'on approche la période des fêtes. C'est un beau cadeau de Noël à avoir. Est-ce que tu veux prendre un peu plus d'avance, sortir ta console au mois de septembre, comme ça, tu vas avoir le gros push du lancement, tout le monde va se garocher dessus, puis tu as le temps d'avoir des stocks additionnels à temps pour le Black Friday, temps des fêtes, etc. Au lieu de sortir ça au mois de novembre, puis faire comme, c'est plus difficile de rencontrer la demande rendue justement à la période des fêtes. Mais il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Genre, Nintendo ne s'est pas prononcé là-dessus. Nintendo n'a même pas commencé à mentionner la successeur de la Switch pour le moment. Donc, faut se calmer un petit peu. Hein? Il faut se calmer un petit peu. Moi, je veux qu'elle s'appelle la Switch 360. Prédiction, on va le savoir au Nintendo Direct de février. On devrait avoir un tease. Mais tu sais, s'ils l'annoncent pas au complet lors du prochain Nintendo Direct,
potentiellement cet été, on va avoir le full reveal. For the last several months, it has been heavily rumored that Nintendo is working on a new Switch model. And it appears we might not have to wait much longer, as it is apparently releasing... Je me trouve dans le bain ce matin. It is releasing this September, according to AI Shark, formerly known as Game Shark. Announced in a press release and first spotted by Digital Trends, AI Shark revealed that it was reviving the Game Shark brand and that it was relaunching it in September of 2024. The release window, according to the company, is planned to coincide with the Nintendo Switch 2. If you do not remember what Game Shark is, it is a brand known for making various cheat code devices. Using this rebranding, however, AI Shark is supposed to be AI-enhanced software that is designed to aid individuals in improving their gameplay over time. AI Shark notes that this software is not designed to be a cheating tool, but rather it focuses on aiding individuals in improving their gameplay over time, and its target audience is casual gamers, according to the press release. Harnessing the power of AI supercomputers and our exceptional code writing team, we are aiming to eclipse the original Game Shark's triumph tenfold and redefine the gaming landscape on a global scale, said AI Shark founder Todd Hayes, wrote in a press release. Alltech Lansing is our first inaugural peripheral licensing partner, and we will assist them in capturing a significant share of the $2.5 billion video game headset marketplace. This marks the start of a series of AI gaming technology partnerships that will enhance the gaming ecosystem for players worldwide. Fait que this is all nice and dandy, mais c'est rien qui est confirmé, là. Comme Jason dit, le spokesperson de AI Shark ont précisé que c'était vraiment juste une prédiction. C'est de la spéculation. C'est très probable que la prochaine Switch sort au mois de septembre, mais il va falloir attendre le mot officiel venant de Nintendo directement avant de se lancer ou de se prononcer là-dessus. Là. 2022, la Switch Pro arrive, guys. 2023, oh my god, la Switch Pro is on the way. 2024, Switch 2, we got the date, we swear. Yeah, ça, c'est l'Internet in a nutshell. S'il n'y a pas de reveal au prochain Nintendo Direct, ça sort pas en 2024, that's my take. Ben, je sais pas, P-Grondin, je suis pas tant d'accord avec ça, parce que, tu sais, tu regardes la PS5, quand elle a été revealed for realsies, là, quand ils ont, comme, montré le design, montré le launch line-up, c'était... mois de juin, juillet, c'était l'été. L'été avant qu'il sorte. Genre dans la période de juin-juillet, puis la console est sortie au mois de novembre. Fait que si tu reveals ça, genre pendant le hype de Summer Game Fest, etc., t'as assez de temps pour lancer ta campagne de marketing, puis passer le mot qu'il y a une nouvelle console qui sort. D'après moi, surtout dans l'ère des réseaux sociaux, t'as pas besoin de comme te prendre autant à l'avance pour annoncer ta nouvelle console. Là. Même la Switch là, avait été annoncée comme au mois de septembre, puis là il y avait comme eu le reveal en janvier, puis la console sortait au mois de mars, genre. Elle sera pas OLED aussi, ils vont garder ça en back pocket for later. J'haïs dire que t'as raison, Podvin, parce que j'en parlais cette semaine. Comme quoi que ce serait tellement un Nintendo decision de nous offrir une Switch OLED. Genre, le 3 ans. Le 3 ans, ouais, le 3 ans, give or take. Puis là, que la nouvelle Switch, c'est un step down, right? C'est un écran plus petit ou c'est un écran qui est LED. Mais ce serait tellement un move que Nintendo ferait, là. Ça serait tellement un move de Nintendo. C'est ça que Drake utilise pour finir ses jeux à very very hard. Ouais, le Game Shark. Fucking cheater. Spéculation d'eau, mais for sure, keep back pocket, faut se garder du jeu. Ben oui, puis après ça, il justifie un redesign de la console. Ça serait tellement un... Ça me gosse. Ça me gosse parce que je le sais que c'est ça qui va arriver. Une Switch 3D, yeah. Non, 3D là... C'était wow! Look at what we can do! Mais personne n'utilisait le 3D là. Let's not kid ourselves.
qu'il y avait une 3DS, là. Qui jouait avec le 3D activé? That shit was hurting the eyes, man. C'était pas une révolution, ok? Le 3D de la 3DS. C'était tellement pas une révolution qu'ils ont fait une autre console portative qui avait pas le 3D dedans, là. Le 2DS, tu sais? Ça reste quand même un move stupide. Ouais, je sais. I know, mais on parle de Nintendo. Yeah. Anyway, Switch 2, potentiellement cette année. Reveal, je sais pas quand. Date de sortie. Période des fêtes, à mon avis. 2024. Moving on, les amis. On a d'autres castings annoncés pour The Last of Us Season 2 sur HBO. Cette fois-ci, après Abby, Jesse, on a le casting pour Dina, qui va être incarnée par Isabella Merced, que son rôle d'envergure, en fait, est sur une lancée en ce moment. Elle va être mise en vedette dans Madam Web, Superman Legacy, et là, dans The Last of Us sur HBO. Mais son dernier rôle d'envergure, les amis, Dora and the Lost City of Gold. Donc, c'est elle qui a incarné Dora l'exploratrice en live action. Fait que shout out à elle. Et ça va être elle qui va incarner Dina dans The Last of Us. Un personnage, un side character quand même assez important pour l'histoire de The Last of Us Part 2. Et ce qui est encourageant avec tout ça, c'est qu'elle a déjà rencontré Bella Ramsey. Et on voit la photo des deux dans un événement quelconque. Ça a l'air d'être genre une campagne de promotion pour elle, Ralph Lauren or something. Là. Fait que ils ont déjà hang out together. Ils se connaissent déjà. Fait qu'au niveau de la chimie, c'est très encourageant. C'est pour ça que t'as écrit ça dans le Discord. Ben oui. Ouais, je suis allé voir les credits IMDb aussitôt. Right? Pour voir dans quoi qu'elle avait joué. Puis yeah, Dora and the Lost City of Gold, c'est elle qui a incarné Dora l'exploratrice. Yeah, ils sont déjà des BFF. Fait que c'est encourageant pour la chimie au travers de la série. Puis man, le casting là, de The Last of Us HBO, they're getting some good people. Là. C'est du HBO quality. Je m'attendais à rien de moins. Fait que bien hâte de voir comment tout ça va se concrétiser une fois qu'on va avoir The Last of Us Season 2 devant nos écrans, man. 2025 Part 2. Ben, il commence le tournage bientôt là, pour Season 2. Fait que j'imagine que 2025, c'est là qu'on va le voir sur nos écrans. But take your time. C'est comme Last of Us Part 2. Très controversé comme jeu. Très divisive. Right? C'est pas tout le monde qui apprécie ce qu'ils ont fait dans le sequel à The Last of Us. Fait que get it right. Mais comme je dis depuis le début de la semaine, j'ai entièrement foi en Neil Druckmann et Craig Mazin pour l'adaptation de The Last of Us en série télévisée. Ou The Last of Us Part 2 en série télévisée. La grève a retardé le tout, on va attendre. Donc, cœur du monde qui chasse sur le jeu, ils ont pas raison. Exact. Moi avec, je partage cette opinion, Alex, mais c'est le monde a beaucoup d'opinions par rapport à The Last of Us suite à la sortie de Part 2. Fait que bien hâte de voir Isabella ainsi que Bella Ramsey acter à leur côté, ça se dit-tu? Bref, vous comprenez ce que je veux dire là. Ils ont-tu cassé le bâton de golf sur un Callaway? Bonne question. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles pour le bâton de golf. As-tu vu la série de créatures de Kyung-Son? Pour moi, c'est largement meilleur des derniers films et séries de Resident Evil, vraiment le même concept. Ça me dit absolument rien, Irelec. C'est un trailer or something. Je t'invite à le publier dans le Discord. Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Ce que j'ai entendu parler, par exemple, les amis, c'est à quel point que calisse que ça va mal partout dans la vie. C'est un job, les odds are que you might get lay off, hein?
Parce que, et oui, encore une fois, on a un petit segment dédié aux mises à pied licenciements parce que c'est ça la tendance actuelle. Depuis le début de la semaine, là, des annonces de mise à pied. C'est quoi le rundown? On a Unity, Twitch, Google, Amazon, là, Discord est la dernière victime de mise à pied et licenciement. J'écoutais le Kind of Funny Games Daily hier pendant que je me faisais à dîner. Puis là, Greg, il dit We got some breaking news. Discord, puis ce que j'ai entendu, c'était Discord is laying off 70%. Là, j'étais comme ah! 70%? Finalement, j'ai juste mal compris, c'est 17%. Mais quand même, ça s'ajoute à toute la multitude de mises à pied licenciements qui ont été effectués dernièrement. Dirigeons-nous vers The Verge qui a le full report. Alex Heth qui dit Discord is laying off 17% of its staff, a move that CEO Jason Citron said is meant to sharpen our focus and improve the way we work together to bring more agility to our organization. The cuts were announced today to employees in an all-hands meeting. An internal memo I've obtained. They'll impact 170 people across various departments. Based on Citron's message to employees and my understanding of the business, Discord isn't in dire financial straits, though it has yet to become profitable and is still trying to revive user growth after a surge during the pandemic. Discord n'est même pas rentable. Et c'est, give or take, l'application de... un peu comme Twitch, là. Tu sais, pas pour dire qu'ils ont le monopole, quoique je pense qu'ils l'ont dans ce genre de serveur personnalisé type of service. Il y a aussi Slack, mais ça c'est plus business savvy, puis Teams qui est aussi plus pour le travail, mais comme Discord, tu sais, comme pour les streamers, pour les communautés internet, c'est comme the program pour diffuser son information ou juste avoir comme une place où est-ce que les gens peuvent se regrouper et interagir entre eux. Mais n'est pas rentable. Mais je pense qu'il y a un problème similaire à Twitch, ce qui est que c'est difficile de rentabiliser le programme. T'sais, c'est un outil que, oui, tu peux t'abonner pour avoir Discord Nitro and stuff like that, mais comme à la base, c'est gratuit. Comme sur Twitch, tu peux apprécier du contenu sans vraiment dépenser de l'argent. Fait que se retrouve dans une situation un peu similaire. On va parler de Twitch dans quelques instants aussi parce que j'ai d'autres précisions par rapport aux layoffs qui ont été annoncés au début de la semaine. Mais eux, principalement, la raison pourquoi ils doivent mettre à pied du monde, c'est justement à cause que ils ont engagé davantage de personnes suite à la pandémie parce que eux aussi ont été victimes d'une inflation au niveau des chiffres à cause que le monde gamait plus, utilisait plus Discord, puis parce qu'il y avait juste ça à faire, tu sais. Ça, c'est une autre réalité. Donc là, doivent malheureusement couper des postes parce que ces chiffres-là, ils étaient trop volatiles. In his memo to employees, which you can read in full below, Citron said Discord grew its headcount too fast over the last few years, an admission that has become quite common among tech CEOs as of late. Et on en parle beaucoup là avec toutes les mises à pied justement, mais effectivement, une des raisons principales, c'est que le monde a surengagé au travail de la pandémie, des dernières années. Puis là, ils se réalisent que, ils ne génèrent pas assez de revenus ou de profits pour payer tous ces nouveaux employés-là qui ont engagé au travail de cette période-là. Là. Le problème de la plupart des produits freemium, c'est que tu vas avoir de la difficulté à obtenir un taux de conversion supérieur à 2-3% d'utilisateurs payants. Effectivement. Valina a dit hey, je leur donne $9.99 per month. They need to get rich. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui paye pour Discord. Là. Moi, je paye pas pour Discord. Là. T'sais? Discord a toujours eu beaucoup de cash, mais c'est juste du funding. C'est quand le gros crash, je vais peut-être pouvoir m'acheter une maison. Same, got the money, mais les pourcentages d'impôts sont juste trop hauts. Ça, et aussi, c'est rare de gâter les features actuelles vers un paywall où tu ajoutes, puis le stuff ajouté est des fois très lame. Mais qu'est-ce que Microsoft voudrait faire avec Discord en payant 12 milliards si c'est pas rentable?
c'est eux qui ont le monopole, un peu comme Twitch et Amazon. Là. Ils voient qu'il y a un potentiel avec un service qui est très utilisé, puis que beaucoup de gens vont prioriser ce service-là versus les compétiteurs. Fait que... Mais... je sais pas à quel point c'est difficile d'être rentable comme compagnie. Tu sais, juste moi, là, faire un comparatif, là. Tu sais, la création de contenu, c'est comme une petite entreprise, right? C'est du travail autonome. Tu sais, ça fait 6 ans que je stream, là. Mon stream est zéro rentable. Genre, je perds at a loss toute la création de contenu. Pas mal sûr que beaucoup de créateurs de contenu, là, dans mon range à moi, opèrent at a loss, là. OK? Versus les dépenses qu'ils font versus le revenu qui est rapporté avec leur contenu, là. Fait que je me demande pour les grosses compagnies, là, ou juste les compagnies, à quel point que c'est difficile d'être rentable overall, là. Il y a d'autres plateformes, mais ils ont combien de pourcentage de market share, honestly? Je sais pas. Mais moi, tu sais, mon impression, c'est que Discord, c'est le go-to service ou le go-to programme pour les services qu'ils offrent, là. We grew quickly and expanded our workforce even faster, increasing by 5 times since 2020, Citron wrote. As a result, we took on more projects and became less efficient in how we operated. These cuts are Discord's largest to date after the messaging app laid off 4% of staff last August. They add to the layoffs that continue to sweep across the tech industry, including deep cuts at Google and Amazon just this week, qu'on a déjà couvert. Discord has raised a total of $1 billion in funding. It has more than $700 million in cash on its balance sheet and the goal to become profitable this year, according to a person familiar with the matter. The company has been contemplating going public since it turned down a $12 billion acquisition offer from Microsoft in 2021, though I'm told it's nowhere near close to doing so. Here's Citron's full memo to employees announcing the layoffs. Hi at everyone. Motherfucker, a-tu annoncé ça via a Discord message ou c'est juste comme haha funny, je fais le at everyone dans mon courriel? I want to follow up on what we just covered at our all-company meeting and share some context. Today we're making the unfortunate and difficult decision to reduce the size of Discord's workforce by 17%. This means we are saying goodbye to 170 of our talented colleagues. This is a decision we did not take lightly, but it is one that we have conviction in to better serve our users, our business, and our mission over the long term. Where we are and how we got here. Our company has changed and grown significantly over the past years. We should all be really proud of what we've been able to accomplish together to serve the millions of people who turn to Discord every day to spend time with their friends. At the same time, we have to face some hard truths. We grew quickly and expanded our workforce even faster, increasing by 5 times since 2020. As a result, we took on more projects and became less efficient in how we operated, comme j'ai lu tout à l'heure. Today, we're increasingly clear on the need to sharpen our focus and improve the way we work together to bring more agility to our organization. This is what largely drove the decision to reduce the size of our workforce. While difficult, I am confident this will put us in the best position to continue building a strong and profitable business that delivers amazing products for our users and supports our mission for years to come. What happens next? Là, il parle que justement, au même principe que Twitch, là, s'ils sont mis à pied, il va y avoir un courriel, puis les responsables des départements vont expliquer la suite. How we're taking care of our colleagues. Fait que là, ils ont détaillé comme tous les bénéfices, I guess, ou la compensation qu'ils vont offrir aux gens qui sont mis à pied. It is incredibly important to me that we support departing team members through this difficult time and provide them with a sizable runway as they transition in future employment. To that end, we are offering 5 months of salary plus an additional week for every full year at Discord. Quand même. 5 mois, là, ben tu sais, tu payes quand même ta job, which sucks. Mais 5 mois de salaire, tu sais, t'as le temps, là, d'essayer de figure things out. Même si c'est shitty, puis on souhaite aux gens qui sont victimes de ces mises à pied-là de pouvoir se remettre sur pied.
5 months of benefit continuation, 3 months of outplacement services, equity vesting of awards scheduled to vest. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Continue access to modern health through the end of 2024 and more. Fait que ça c'est l'assurance maladie j'imagine. Fait que yeah, c'est encourageant mais en même temps, it sucks comme encore more layoffs. Et pour vrai, ça va être pire que last year. Genre, c'est juste ridicule là, à quel point que à chaque jour, ou presque, que ce soit gaming industry, tech industry, il y a des mises à pied qui sont effectuées. I guess c'est un autre impact des enjeux économiques actuels et aussi des enjeux menés par la pandémie. Sérieusement, je vois pas vraiment pourquoi Microsoft voudrait Discord quand ils ont déjà Teams. Un Teams a blow up justement suite à la pandémie. Fait comme. Puis là, c'est davantage approfondi puisque. Fait que là, est-ce que c'est encore pertinent pour Microsoft d'acquérir Discord? I don't know. C'est leur genre, j'aurais envie de dire. Mais en même temps, Microsoft ont infinite money. Fait que. Rendu là, s'ils dépensent 12 milliards pour Discord, c'est quoi dans leur overall genre. Coffre, ce montant d'argent-là. Là. Je pense pas qu'ils utilisent Slack. Amazing Products, on en parle-tu? On en parle du mobile UI. For real, si ceux qui se font layoff trouvent une nouvelle job rapidement, ils sont gagnants. Slack, avant la last update, était très similaire à Discord without voice channel. Ouais, mais ça te laisse du lousse. C'est un très bon package, effectivement. Puis ils ont 3 mois avec de l'aide pour se trouver une nouvelle job. Yeah, mais c'est ça. Ça reste que tu perds quand même ta job, mais au moins ils mettent les moyens en place pour que ça soit moins lourd à encaisser comme nouvelle, tu sais. Fait que. Yeah, comme j'ai dit, je souhaite aux gens de se remettre sur pied. It's never easy. Se faire mettre dehors. Je l'ai vécu moi-même. Fait qu'on souhaite le meilleur à tous les gens qui sont affectés. Continuons dans cette lancée de layoffs parce que plus tôt cette semaine, in case you missed it, ça a été au tour de Twitch d'annoncer une autre vague de mise à pied et de licenciements. Et là, j'ai quelques précisions à apporter suite à tout ça parce que le PDG de Twitch, Dan Clancy, a fait un petit Twitch stream hier pour répondre aux questionnements que les gens avaient face à l'état de la plateforme, à la suite des choses, etc. etc. Fait que j'ai plusieurs clips qui ont été postés sur Twitter /X. Non, c'est pas le frère de Tom Clancy, Spooky Callis. Qui ont été publiés sur Twitter /X par Loco TV. Qui met en lumière un peu plus l'état de Twitch et justement où est-ce qu'on s'enligne là, pour cette plateforme-là. La relation avec Amazon, etc. etc. Fait qu'on va les regarder un à un et en discuter. Donc tout d'abord, Dan Clancy qui dit ouvertement ce qu'on sait déjà, que Twitch n'est pas rentable et n'a jamais été rentable depuis son existence. On l'écoute à l'instant. We've implied this before, where we say we need to run it sustainably, but you know, I'll be blunt. We aren't profitable at this point. Amazon has been extremely supportive of Twitch, and a big thing for being sustainable over time is ensuring that we don't lose money, and that's a big part of my job because that's going to be what makes sure we can be here for long term. Donc, on en parlait au début de la semaine quand on a couvert l'annonce des mises à pied, mais effectivement, Twitch n'est pas rentable et n'a jamais été rentable, fait que c'est difficile pour eux d'avoir autant de gens sur le payroll. Puis les premières victimes, justement, de coupures, lorsque justement ta compagnie ne gère pas assez d'argent pour être rentable, ben c'est les employés. Fait que c'est pour ça qu'on a vu autant de layoffs du côté de Twitch dernièrement. Fait que Twitch n'est pas rentable. Là, il précise que Amazon a quand même été supportive de Twitch malgré le fait que ce n'est pas rentable. Parce que pour ceux qui ont besoin d'un refresh, Twitch appartient à Amazon. Et là, tu sais, comme j'ai soulevé le questionnement plus tôt cette semaine, est-ce que c'est le début de la fin pour Twitch? Est-ce que Amazon va décider de tirer la plug sur
Twitch, vu que ça génère pas d'argent, ça brûle de l'argent pour Amazon. Semblerait-il que non. Encore une fois, Dan Clancy a rassuré la communauté en disant que Amazon n'a aucun plan de tirer la plug sur Twitch. Fait que c'est là pour y rester. Et on s'entend que l'affaire, si Twitch n'avait pas le monopole du streaming platform, là, ça serait une autre conversation. Mais là, même s'il génère pas assez de cash pour être rentable, ça reste le number one platform si tu veux créer du contenu en direct. Fait que, au moins il y a ça. Si c'était pas le cas, ben ce serait une conversation entièrement différente à mon avis. On écoute encore une fois Dan Clancy qui se prononce là-dessus. Gonna just ask, is Twitch currently at risk of getting the axe by Amazon? And the answer is emphatically no, not at all. Amazon is very bullish on Twitch. As I said, they've been investing heavily in Twitch. Gonna just ask, is There you go. Fait que ça c'est rassurant. Fait que pour les créateurs de contenu là, qui sont comme what's gonna happen? Do I have to stream on Kick now? T'sais, moi je vous dirais, mettez pas vos œufs dans le même panier là. T'sais, explorez vos horizons, que ce soit TikTok, YouTube, Kick, Facebook, whatever. Mais c'est ça. Kick est-tu rentable? By the way, je suis pas mal sûr que Kick n'est pas rentable non plus là. Twitch c'est comme le hot dog du Costco. Les hot dogs du Costco. C'est une bonne comparaison. Je comprends ce que ça veut dire, Spooky. Mais que Kick soit rendu main sponsor d'une écurie de F1, ça va changer un peu, non? Aucune idée. C'est Kick qui donne de l'argent à l'écurie et non le contraire, right? Fait que c'est pas... Il n'y a pas une entrée d'argent. Kick dépense de l'argent. Kick est zéro rentable. Kinda true. Attends, qu'est-ce que... C'est quoi le comment? Replying to Pigondin. Qu'est-ce que Pigondin a dit? Mais moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que c'est les employés qui payent pour la mauvaise gestion des dirigeants. Il y a combien de CEO qui ont perdu leur job à cause de ça? Il n'y a pas ben, je te dirais. C'est Amazon qui push le money, qui espère que ça devienne rentable somehow. Amazon, il regarde YouTube. C'est du casino money qui tient ça à flot, effectivement. Moi, je le vois tenir de loin. Tu veux stream, il va falloir que tu payes au départ. Oui, ça, on en parlait en début de semaine. Là. Comme quoi que peut-être ce qui pourrait être implémenté pour générer un peu plus de revenus pour Twitch, c'est que si tu veux créer du contenu, ben il faut que tu payes un abonnement annuel, mensuel, etc. Je suis pas mal sûr que les gens qui font ça de manière sérieuse, ça leur dérangerait pas de payer ce frais-là. Là. Je pense pas que le monde va faire comme arc, fuck that. Tu sais, comme moi, je serais willing de le payer. Mais l'affaire qui coûte cher avec Twitch, là, puis ils l'ont déjà dit, c'est toutes voyons, comment ils appellent ça, l'encoding, le bandwidth, les serveurs pour tous les streamers qui streament sur la plateforme. Il y en a en crise du monde qui stream et ces gens-là n'ont pas nécessairement de public, là. Genre, hier, j'ai un jeune, ça c'était drôle, là, parce que quand que les jeunes parlent de Twitch, TikTok, pis tout ça, faut que je sois très vigilant pour pas leak que je fais du contenu sur Internet. Pis qu'ils viennent wearer dans le Twitch chat ou le YouTube chat, là. Là, il y avait un jeune qui me parlait qui commençait à streamer sur Twitch. Je pense qu'il streamait Stumble Guys, il disait. Puis là, il était comme, ouais, j'ai streamé, j'avais genre un viewer, puis un follow, là, tu sais, puis je suis comme, hey, c'est nice d'être optimiste, mais il y a tellement de monde aussi, là, qui stream à 0 personnes, ils ont pas de webcam, ils font juste ça pour le fun, pour comme enregistrer leur gameplay ou whatever, mais comme, c'est quand même une infrastructure que Twitch doit préserver et mettre de l'argent là-dessus, là, pour que ces gens-là puissent se diffuser. Mais ces gens-là n'apportent pas d'argent à Twitch. Au contraire, ils font en sorte que Twitch dépense de l'argent. Est-ce que YouTube est rentable? Au niveau du streaming, je sais pas. Steak paye pour le sponsorship de Shaw. Ouais, c'est ça. Je pense que Emmett Shear a quitté parce qu'il voulait pas slasher Twitch justement. Il a pas été congédié. Ouais, c'est lui qui avait quitté. Si je me rappelle bien. N'importe qui peut stream gratos et bouffe du bandwidth sur les data centers de AWS gratuitement. Make sense que tu payes pour streamer. Quand tu vas être coiffeur, il faut que tu payes ta chaise dans un salon de coiffeur. La bande passante, c'est ce qui coûte le plus cher. La bande passante, c'est facilement 80 à 98% des coûts. Pourquoi payer pour stream quand Twitch nous paye?
Ben, pour pouvoir utiliser leur service, je comprends pas ton point, Valina. Je le vois positivement, tu vas avoir moins de pecno avec 1 ou 2 viewers, c'est pas intéressant. Mais en même temps, tu veux pas, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que Twitch c'est vendeur parce que c'est n'importe qui veut commencer à faire du contenu, ben il peut le faire, puis il need a microphone, même pas besoin de microphone, il need a PC, t'as même besoin juste de ton cell, puis t'es good to go, là. C'est gratuit. Fait que why not? Mais là, si tu mets un paywall, mais là, la barrière d'entrée est réduite, là. Mais c'est une mauvaise hypothèse de penser que les streams à 1-2 viewers coûtent beaucoup de cash à Twitch. Il n'y a pas de transcoding sur les petits streams. Ah non? YouTube a compris, ils ont créé un problème pour être rentable, les ads, pour ensuite te vendre la solution à leur problème qu'ils ont créé, YouTube Premium, pour ensuite merger ça avec YouTube Music. Ils sont très wise. Une chose, je me demande, on fait payer tous les streamers, on prend les pourcentages selon les views. Pas d'accord, ils résout la perte pareil. Ils ont déjà parlé de ça dans le passé, justement. Je pense que n'importe... T'sais, au pire, fais payer les partners. Parce que les partners, c'est souvent eux qui ont une certaine entrée d'argent de manière mensuelle stable, entre gros guillemets. Et c'est eux qui vont streamer de manière... encore une fois, entre guillemets, sérieuse, parce que le monde peut être Twitch partner puis streamer genre 1, 2, 3, ou une fois par semaine ou une fois par mois puis that's it, là. Mais c'est eux qui sont plus propices à payer ton abonnement pour streamer. Tandis que le reste, ben, moins, là. Parce que le reste du monde, on va pas dire qu'il génère un revenu. I mean, je regarde mon sub count en ce moment, là, puis c'est pas pour critiquer le sub count, loin de là, mais c'est comme Chris, man, genre, il est pas très haut mon sub count, là, fait que le revenu que je génère, il est pas immense non plus, là. C'est un service Space, si tu veux l'utiliser, that's pretty much it. Tu sais, comme OBS, là, genre, ça avec, c'est gratuit, là. Hey, le nombre de monde qui utilise OBS, c'est comme, man, c'est gratuit, c'est fou, là. En même temps, c'est un open source software, mais... Genre, les gros streamers ont le cash pour payer, mais en même temps, ils ont pas 1 million. Puis avec Kick, ça fait pas un exode. Même si c'est genre 10$ par mois, ce serait ça. Bonjour, Papillon. Twitch arrive avec un impôt sur le revenu Twitch selon les views, mais OBS paye pas du bandwidth. C'est un software qui font leur cash avec des modules supplémentaires. En tout cas, si on continue avec... Je lis des commentaires, puis il y a des affaires que je peux pas me prononcer parce que je m'y connais pas à 100%. Là. Mais... si on continue avec d'autres quotes de Dan Clancy lors de son stream... autre affaire qui est mentionnée, c'est les abonnements gratuits Twitch Prime. Parce que ça, avec, c'est du fake imaginary money. C'est juste comme, hey, t'as un compte Amazon Prime... Here's free money que tu peux utiliser ou dépenser sur un streamer, là. Parce que vos Prime subs me rapportent un revenu. Mais quand vous l'utilisez, là, c'est pas... y a comme pas une transaction d'argent, là. Fait que c'est juste comme quelque chose qui existe, puis ça fait en sorte que ça coûte de l'argent à Twitch et à Amazon, là. Fait que là, un des questionnements qui avait été soulevé lors du stream de Dan Clancy, c'est est-ce que justement... le free sub Twitch Prime va disparaître. Puis Dan Clancy qui dit It's important for us to make sure Prime still exists in some way. Fait que c'est très vague comme réponse. On va écouter le full quote pour voir s'il y a d'autres précisions par rapport à ça. Prime is a critical program for many streamers. We've already been looking across the company. Prime, c'est une bonne comme porte d'entrée pour Twitch aussi, là, tu sais, d'avoir fait, hey, avec ton compte Amazon Prime, t'as un sub gratuit, là. Because part of what I'm trying to do is get us into a framework that can live over a long time. The size of the company is one of those things that gets us to the right size for the longer period of time. When we did Partner Plus, we structured that so that we could continue to move that threshold. We're going to keep looking across our strategy with streamers. We did this with the Ads Incentive Program.
we want to get to where we can continue to Hey, grow. sa caméra à adapt bug, to esti. change as the market changes. And so there may be other changes, but I will tell you, Prime is an important part for our viewers and our creators. So it's important for us to make sure Prime still exists in some way. Tiramisu qui dit tu payes pour être Prime, donc c'est pas de l'argent invisible non plus. Non, mais ton argent Prime est investi dans Amazon, tu comprends? Puis c'est Twitch qui paye la cote aux créateurs. Fait qu'il y a comme pas d'entrée d'argent pour Twitch quand t'es abonné avec Prime, tu comprends? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Tiramisu. Cries in CEO, il fait pas d'argent, il peut pas s'acheter une bonne cam. Je suis pas mal sûr et certain qu'il fait de l'argent, Dan Clancy. Prime, c'est le meilleur exemple du hot dog de Costco. Ouais, ok, ça fait du sens. C'est un loss leader. Petit run contre Metroid Prime Remastered. Ça leur tentez-moi d'ajouter un quick save après les boss fights, tabarnak. Fait 2 fois je perds easy, 30 minutes de progression, 5 all. Faut que t'achètes un Game Shark, Drix. Pour les cheat codes. C'est de l'argent dans la poche gauche qui va dans la poche droite, donc c'est ça. Je pense que Podven l'a expliqué le plus. La manière, il a fait une excellente comparaison en fait. Ensuite. Pour ce qui est de TwitchCon maintenant. Parce que TwitchCon, gros événement, encore une fois. Est-ce que ça c'est rentable? La réponse, non! Est-ce que TwitchCon va être effacé? Semblerait-il que non. N'est pas rentable, n'est même pas été capable de break even, là. Fait que de juste au moins récupérer les coûts de l'événement. Mais quand même, ils veulent continuer d'avoir ça en place parce que c'est un événement pour regrouper les communautés puis pour que les gens puissent se rencontrer. Effectivement. Twitch Convoy. Fait qu'on écoute encore une fois Dan Clancy qui se prononce là-dessus. Does it make sense to stop doing TwitchCons for a few years to save money? No, la même pause que Dan. So. First of all, while right now it's not quite true, but TwitchCon should be able to operate break even. It shouldn't cost us money to do TwitchCons. We've made good progress on there. We need to keep making progress. People run conventions all the time to make money. I don't think we need to make money on TwitchCons. I think TwitchCons are very valuable opportunity to bring the community together in person. So I think it's very important. We've got Damn, qu'est-ce qui se passe avec sa caméra? Je comprends pas. We're gonna announce that soon. Does it make sense to stop doing TwitchCons for a few years? Genre le stream il continue mais la caméra veut rien savoir là. J'aime que le dude de Twitch a l'air de vivre dans un petit chalet paisible au lieu d'un big mansion à LA. Il risque de perdre du money sur la livraison, sur Prime Music, sur Prime Video, sur Prime Gaming, etc. Il cote sa barre passante pour sauver du cash. Ouais, non, c'est ça. Vous voyez, people, ils ont tellement plus d'argent que Tom. C'est pas Tom, esti, son nom, c'est Dan. Et là là. Autre affaire soulevée, là, j'ai un tweet de Jake Lucky par rapport aux Big Streamer Contracts. Effectivement, parce que ça, c'est une autre notion, là. C'est Twitch va payer pour avoir l'exclusivité de certains créateurs de contenu sur la plateforme en espérant que ces créateurs-là vont rapporter un certain revenu pour Twitch. Est-ce que ça, justement, c'est bénéfique? Est-ce qu'il y a une entrée d'argent ou Twitch perd de l'argent au final en signant l'exclusivité de certains streamers? Je sais pas si quelqu'un a la statistique par rapport à ça. Mais semblerait-il que c'est terminé l'ère de signer des streamers de manière exclusive sur la plateforme. Même que là, Twitch est comme, hey, si tu veux streamer sur YouTube en même temps que Twitch, ce qu'on fait présentement pour la VIICTIIMINUTE, tu peux. On veut pas confiner les créateurs à une seule plateforme. Fait que écoutons ce qu'il y a à dire encore une fois par rapport à ça, alors que sa caméra glitch the fuck out. I can tell you the cost of retaining those streamers would have been far more than the revenue generated from them. And that is something that we've been very clear about. We don't want to do that because the only way to do that then is to have this unbalanced where we make up for that on smaller streamers, and we don't want to do that. Darth Ron,
How will have helped with safety measures on Twitch? Will there still be a staff to help with bans appeals? Yes, absolutely. Still a staff. I can tell you the... Damn, c'est genre, c'est bad là. Might want to invest in new internet or new webcam, I don't know. Si, boire. Pour vrai, tu sais, pas donner de la merde à Dan Clancy parce que je pense qu'il est quand même transparent. Et il a les balls de se mettre dans une position où est-ce que justement il est vulnérable puis comme il répond aux questionnements. Tu sais, il aurait pu clairement juste s'en tirer au blog post puis that's it, that's all là. Mais il a quand même pris le temps d'adresser tout ça dans un Twitch stream. Mais c'est pas tant le meilleur look quand que le CEO de Twitch n'est pas capable d'avoir un decent running stream là. Mais ouais, comme qu'il a dit, justement, il a dit exactement ce que je posais comme question. Est-ce que les créateurs qui sont signés de manière exclusive sur Twitch apportent assez d'argent pour justifier leur contrat? La réponse c'est no. Il aurait dû faire un Zoom call à la place. Ouais, ça aurait mieux passé. C'est sa qualité de merde qui fait rejoindre le monde à lui. Il a l'air ordinaire. Just a good old... Just a random normal guy. Dan Clancy. D'autres bullet points qui ont été soulevés dans le Q&A de Dan Clancy. Employee base biggest cost outside of video encoding. Fait que c'est ça. Fait que les employés, là, c'est ce qui fait en sorte que Twitch dépense beaucoup d'argent pour maintenir le site en place. Shorter, more frequent mobile sessions. Improving the mobile app is high priority. Et, man, pour vrai, Twitch, c'est ça qui est bénéfique pour Twitch. Comme c'est eux qui ont le monopole. Il y a tellement d'affaires qui pourraient implémenter, de petites affaires, de quality of life improvements pour accentuer leur monopole. Ils le font pas. Ou ça prend fucking de temps avant de l'implémenter. Je donne un exemple. Là. Puis tu sais, je suis pas un coder ou un tech person. Là. Moi, je suis intervenant dans la vie de tous les jours. Là. Mais juste les stories qu'ils ont implémentées sur le mobile app de Twitch directement. Fucking great! Pourquoi on peut pas prendre des stories vidéo, esti? C'est genre... God damn! Ça nous limite tellement dans qu'est-ce qu'on peut faire avec ce service-là, là. Je le sais qu'ils travaillent là-dessus, mais comme... Fuck, dude! Vous auriez dû lancer ça day one. C'est quoi mon numéro d'assurance sociale, Max? Non, esti, je l'ai encore fait! Fuck! Non! Oh my god! J'ai fait la même erreur que l'autre fois. Calice. Max, regarde le comment après, il y a une révision. A revision employee costs is secondary to streamer revenue share. Both are greater than video tech costs. Misheard the stream, though I would counter stream revenue split isn't actually a cost burden. Ok, intéressant. Network attached storage. Je me suis fait avoir encore. On va pas... pour ceux qui le savent, là, pour ceux qui ont le inside joke, if you know, you know. Ads have shown... ads have not shown to affect retention much. Fait que pour les gens qui bitch and moan about ads, oui c'est chiant les ads, mais semblerait-il dans les chiffres de Twitch, ça ne nuit pas à la rétention des utilisateurs. Puis comme on l'a dit, special contracts with top streamers have gone away because the cost of retaining them is greater than return on investment, les amis. Donc c'est ça toutes les précisions à apporter par rapport à la vague de layoffs chez Twitch. En espérant que c'est la dernière avant un bout là. Pour vrai, je rêve d'un monde sans ads, est-ce que c'est cancer? Mais si vous voulez un monde sans ads, mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui s'appelle l'abonnement à Twitch ou encore l'abonnement Prime que vous pouvez utiliser pour avoir un ad-free broadcast, des emotes, accès au Discord channel réservé aux subs. Même, j'en ai fait un ad lors du ad break pour initier le ad break. Écoutons justement là. Attends, je pense que je l'ai pas set up. Donnez-moi 2 petits instants. Yeah, ok, c'est ça. J'avais pesé sur le piton puis il allait même pas jouer. Une chance, j'ai double-checké. Fait que pour introduire notre pause publicitaire pour le stream d'aujourd'hui, écoutons tous les bénéfices là, qu'un petit sub peut vous donner.
ici même sur twitch.tv. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VICTIIM calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Une autre area. Fait qu'on va essayer de partir rapide sur un match avec des randoms. On va pouvoir voir de quoi que le jeu a l'air en multijoueur. Chat de jeu encore qui embarque par-dessus le chat du groupe. On joue avec des Québécois, guys! Ah, j'espère qu'ils vont pas dire des affaires inappropriées. T'es obligé de jouer avec un esti de random callis. Ah ouais, c'est des teams de 3. Va prendre Doc. Ah, ça va faire de la merde, ça. Yo, hey! Le disrespect! Le disrespect, bro! Ça va être drôle, ça. Eux doivent penser que je suis un esti de random anglais, but little do they know, I am actually Québécois. Y'a quelqu'un juste au bas. Dude, c'est quoi tu fais? Exploser le mur? On est censé être stealth! Vous êtes envoyé des estis de malades! Alright, qu'est-ce qu'ils font là? Hey, y'a un gars là! Y'a un gars là! Ils rentrent dans le temps avec un shotgun. Je pense que c'est des nouveaux joueurs là. I mean, it makes sense là. Tu connais pas trop le jeu. Fait. Mais là, guys, il fallait qu'on se prépare. Vous avez fait quoi? Ils vont nous rusher! Bon, ça c'est fait. Est-ce que c'est drôle? They have no idea. Ok, le gars il est hype là. Wait, il est down? My guy! How? C'est correct, guys. I'm a complete the object. Oh man, moi avec. Je te transporte. Ouais. Fait que là on est juste deux. What you gonna do? Non, extract pas! Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait ça? On n'a pas complété l'objectif encore! Pourquoi t'as fait ça? Oh my god, you're so stupid! Fallait aller là, fallait compléter l'objectif! My god! On n'a pas été bien loin? Non! Non, on n'a pas été bien loin, dude! Ouais, c'est ça, on joue avec un maudit random. Check, c'est qui a le plus d'XP, le maudit random? Ça va pas bien. Et nous sommes de retour de la pause publicitaire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir stick around. On poursuit notre round-up de nouvelles, cette fois-ci avec some... Je sais même pas comment qualifier cette nouvelle-là, c'est bizarre, ok? Rocksteady ont lifté le NDA avec le Non-Disclosure Agreement concernant le Closed Alpha Test de Suicide Squad Kill the Justice League qui a eu lieu en novembre dernier. Là, avant même de lire leur statement, etc., j'ai aucunement signé un NDA quand j'ai essayé la alpha. Ils ont juste dit il y avait un NDA. Moi, j'ai rien signé, j'ai rien rempli, j'ai rien accepté quand que j'ai téléchargé le jeu. Fait que le NDA, là, quelqu'un qui le sait pas, là, quelqu'un de random là, qui savait pas qu'il y avait un NDA, là, for all they care, il aurait pu juste comme tout sortir l'information ou juste comme ignorer le fait qu'il y avait un NDA. Là, semblerait-il que suite aux previews négatifs qui ont été publiés plus tôt cette semaine, ils ont décidé de justement lifter le NDA pour que les gens puissent partager leurs impressions de Suicide Squad Kill the Justice League publiquement. Et I guess qu'ils puissent s'ajuster, mais tu sais, ils s'ajustent alors que le jeu sort dans 3 semaines. Ouais, 3 semaines on the day, là. Le 2 février. Fait que je sais pas trop à quoi ça va mener tout ça. Mais yeah.
Il y avait pas un checkbox à un moment donné que t'as pas lu et que t'as juste cliqué next, next, next. Je me souviens pas de ça, là. Genre Megatext plus checkbox, c'était pas mal ça. Mais je me souviens pas d'avoir cliqué là-dessus, là. Quand tu parles de jeu, c'est un NDA, le texte du début, quand t'appuies sur A pour skipper tout le blabla. Mais je pense qu'il y en avait pas, c'est ça l'affaire. Suicide Squad, c'est dead on arrival anyway, nobody cares. Parce qu'habituellement, t'as un wall of text avant d'avoir accès au download. Mais même avant de télécharger le jeu, moi j'aurais pensé que c'est là que l'NDA aurait popé, mais en tout cas. Bref. Si on lit leur statement par rapport à ça, c'est quand même bizarre là, de lifter un NDA. Le timing est intéressant, j'aurais plutôt dire, parce que comme j'ai dit, la couverture anticipée là, avec les previews a été un peu négative cette semaine. Fait que là, ils sont comme, on lift le NDA sur le closed alpha test. Donc, now that there's more news on the game and players are asking, we're no longer enforcing a portion of the NDA and we're allowing players to talk about their experience from the closed alpha test. We've heard the community requests and want to give players an opportunity to discuss what it's like to explore Metropolis as Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, and King Shark. To the amazing players who tested the game, please feel free to talk and write about your gameplay experience. Keep in mind that all other terms of the NDA still apply, and players may not post imagery or videos from the closed alpha test. Et tu sais, comme je dis depuis le début là, avec ce jeu-là, moi personnellement, quand j'y ai joué, ça m'a surpris. Ok, ça m'a fait penser un peu à Sunset Overdrive meets un genre de Outriders. J'ai quand même été surpris. Contrairement à beaucoup de gens qui ont détesté leur expérience avec ce jeu-là. C'est sûr que c'est un peu différent de ce que Rocksteady a fait dans le passé. On est dans du trend chasing live servicey type of experience. Au lieu d'avoir une expérience single player tight et cohésive comme on l'a vu avec les Batman, pour la trilogie de Batman Arkham. Mais je pense que ça va être quand même du solid 7 out of 10 gaming là. Définitivement meilleur que Gotham Knights, à mon avis. J'ai aimé me déplacer dans la ville avec Captain Boomerang. C'est pas mal la seule affaire que j'ai réellement aimé. Tu filais comme un Spider-Man mixé avec Noctis dans Final Fantasy XV. Yeah, le Traversal, moi j'ai trouvé qu'il était très cool aussi là. C'est qui je mainais? Je pense que je mainais Deadshot ou Harley Quinn. Je me rappelle plus qui jouait. Je pense que c'était Deadshot. En tout cas, on était dans la alpha, tu pouvais tester tous les personnages, mais mon main, je pense que c'était Deadshot. Fait que c'est ça. Fait que, I guess, si vous voyez plus de couverture de Suicide Squad prochainement, c'est justement à cause que là, ils ont lifté le NDA pour le closed alpha test. Mais genre, tuer des bébites mauves, c'est mis all the time après 20 minutes, j'étais tanné. Mais c'est ça, c'est très répétitif, c'est ça, ça semble être un grind de genre tuer des bébites over and over et sans plus là. Ensuite, on aurait un leak concernant Smite 2 venant de Steam Russia. Un leak a été publié sur r/Smite. Et la raison pourquoi ça risque d'être legit toute cette histoire-là, parce que au moment où est-ce qu'on se parle, on a le Smite World Championship qui va avoir lieu. Donc c'est très probable qu'ils annoncent la suite à Smite à cet événement-là. Là encore une fois, je trouve ça bizarre de faire une suite à un live service free-to-play game. Pourquoi pas juste faire un update qui rehausse le jeu entièrement? Mais là, si on regarde des jeux comme Counter-Strike, ben CSGO qui est maintenant rendu CS2. Tu sais, comme le parfait exemple, je pense, c'est Fortnite. Fortnite n'est pas rendu Fortnite 2, mais c'est Fortnite Chapter XYZ. Là. Mais il y a des titres comme, mettons, Warzone, c'est rendu Warzone 2.0. Overwatch, que c'est Overwatch 2. Je trouve ça quand même particulier, mais semblerait-il qu'il y a un gros approfondissement
ou itération qui va être mis de l'avant pour Smite prochainement. Est-ce que ça va sortir bientôt? No idea. Mais Hi-Res Studios semble être là-dessus. Fait que potentiellement, lors de la Victime Minute de la semaine prochaine, ou une des Victime Minutes de la semaine prochaine, on va couvrir l'annonce officielle de Smite 2. C'est pas une suite, ça va s'appeler Smite 2, puis ça va juste être un gros update. Mais pourquoi, si c'est juste un gros update, pourquoi tu fais pas juste dire ah, c'est le 2.0 update à Smite au lieu de changer de nom pour Smite 2? T'sais? C'est plus ça mon point là. Moving on. Felix the Cat et Rocket Knight sont de retour. Et oui, Konami là, ils ont enlevé leur pouce de leur cul et ils font de quoi avec leur OG video game IPs ou les titres qu'ils ont mis de l'avant dans le passé. Et oui, il va y avoir des collections digitales de ces deux titres-là honorés par Limited Run Games qui vont être mis de l'avant. Donc, Felix the Cat et Rocket Knight Adventures Resparked vont être disponibles prochainement. Il dit Get ready for some nostalgic magic. The Felix the Cat bundle features both the 1992 NES and 1993 Game Boy titles and is coming to PlayStation and Switch. Enjoy both of these 8-bit adventures with added features including save states and other quality of life fixes. Pour ce qui est de Rocket Knight Adventures Resparked, ça va être disponible sur PlayStation, Switch et PC. Va inclure Rocket Knight Adventures, Sparkster RKA2 et Sparkster. Fans will be able to enjoy a newly added animation intro, rewind features, and a boss rush mode. Quand même cool. Si on regarde là, du OG gameplay pour Felix the Cat. Un game. C'est OG ça là. Me semble Limited Run font souvent des runs physicales. J'imagine qu'il va en avoir un physical de ce jeu là. Ok, puis l'autre jeu, c'est comment ça s'appelle déjà? Rocket Knight? Bon, comment ça stack up? It do be an NES game, effectivement. Rocket Knight Adventures, Sega Genesis Mega Drive. The glory days of gaming, some would say. Comme dans le temps, effectivement. Donc ça c'est pour les vrais gamers out there, comme Alexis dit là. Faut que t'aimes gamer en sacrament pour apprécier ces titres-là. Fait que, je sais pas s'il y a d'autres détails sur la page de Limited Run Games. Let's see. Ah, il va y avoir des versions physiques aussi. Pour les deux jeux. Fait que, there you go. La confirmation de tout ça pour Podvin. Et les autres gens dans le chat aussi qui se demandaient. Là. Il y a plusieurs éditions aussi. Là. Jesus Lord. You can get a t-shirt, a keychain, all that jazz. Fait que pre-orders vont être. Ben pour Rocket Knight, précommande commence le 19 janvier. Puis Felix the Cat le 9 février. Dans le temps que les microtransactions c'était même pas un mot. Yeah. C'était pas l'infrastructure pour supporter le tout. That's the thing. Ensuite, d'autres OG franchises reviennent. Et cette fois-ci, c'est honoré par SEGA. Donc, SEGA qui a annoncé lors des Game Awards le retour de
cult classic games / franchises qui vont être amenés sous une aile plus moderne, right? Jet Set Radio, Crazy Taxi, parmi tant d'autres. Là, Insider Gaming rapporte comme quoi que Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion et Sakura Taisen vont être de retour également. Si on lit le report exclusif de Tom Henderson, it's been a month since Sega announced its new era, new energy reveal at the Game Awards, with games including fan favorites such as Jet Set Radio and Crazy Taxi being announced to be making their return. Both of these games were rumored before the TGA announcement, so Sega went one step further than just announcing a couple of games. The publisher announced 5 games that were in development, plus even more unnamed games, thanks to its and more end card in the trailer. It genuinely felt like the publisher was shifting its strategy, and to some, was genuinely one of the more exciting announcements from that event. But what about the and more end card? Well, Insider Gaming understands that around 10 Sega classics were greenlit for production between 2020 and 2021. The greenlit games include the already announced 5 that we got at the Game Awards, soit Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage, and Crazy Taxi. So far, we've been able to pinpoint 3 of the 5 other games that were greenlit from this period, and it's believed that more games have been greenlit since. Speaking to sources, it's understood that Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion, and Sakura Taisen will have new games and are all in the early stages of development. Là, moi je sais que Neon Genesis Evangelion c'est un anime, mais il y a eu un jeu là-dessus. 1999, is that it? This is a Nintendo 64. Ce serait lequel exactement? This one sur Sega Saturn? Pour ton info, c'est un Hard G dans Evangelion. C'est ça? C'est le même qu'on le dit? Sega Saturn. Il y a du monde dans le chat qui sont deep heavy dans le retro gaming. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a, Drix. Can I get some gameplay? C'est ici? What the fuck? Okay. Unfortunately, though, Insider Gaming wasn't able to verify the other 2 games that were greenlit, but the recent trademark filings could give a strong indication. Following the new era, new energy announcement, though, it was spotted by Gematsu that Sega did file for a total of 12 trademarks, which became public on December 6th. The trademarks include Alex Kidd, Afterburner, House of the Dead, Outrun, Super Monkey Ball. Yo, on est dû là pour un nouveau Monkey Ball. Qui est pas juste on remet des vieux stages. Altered Beast, Eternal Champions, Kid et Chameleon. Although none of these trademarks cover the 3 games we've heard are on the way, 2 of these could be the titles that we've not been able to pin down. And anyhow, it's always fun to speculate. Effectivement. Rumeur! Comme qu'on dit dans le tagline de la victime. Voyons, le site lag donc bien. Yeah. Fait que we shall see. Est-ce que ça mène cette initiative là, de Sega de ramener des vieilles licences, des vieux projets sous une façon plus moderne. J'ai des bars tant de Quickers à vendre pas cher. Qui en veut? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Dans le temps où Early Access, ça voulait dire voler physiquement le magasin. Je suis pas trop sûr de comprendre la ref, Drix. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On enchaîne avec l'annonce comme quoi la saison 11 de Sea of Thieves va être disponible le 23 janvier. En quoi la saison 11 va consister pour l'instant, je pense pas qu'on le sait. But yeah,
pour les gens qui se demandent c'est quand la prochaine update de Sea of Thieves. Dans quelques semaines maintenant. Moving on aux annonces. Nouvelle date, trailers et compagnie. On a un trailer et une date de sortie pour Sandland qui est pas de design, mais dans le fond ça vient de Akira Toriyama qui a fait Dragon Ball. Fait que c'est lui qui a initié Sandland, effectivement. Vous allez voir là, justement avec le art style, c'est très similaire à un Dragon Ball type of experience. Fait que ça sort le 26 avril 2024. Là, j'avais listé les plateformes dans le calendrier. Let's see. Ok, là, j'étais comme je le cherchais. C'est PlayStation, Xbox et PC pour Sandland. Regardons la bande-annonce. What the heck is this? The site of the great Aquanium explosion. And the one who pulled the trigger on that bomb. Bah oui, il y a encore plein de monde qui joue à Sea of Thieves. The Royal Army Tank Corps. Me. We can't let it cause yet another tragedy. À chaque fois que je vois ce jeu-là, guys, je suis comme... I just not interested. I happen to be an ace mechanic. Are you guys looking for the legendary spring? If Aquanium is involved, this is a national emergency. It's getting dangerous and fun. A spectacle indeed. Magnificent. The sheer scale of it makes you feel like less than nothing in comparison. Ça semble très très bien, Irley qui dit. C'est genre un mech game, je suis comme... Je suis pas sûr de trop de sizer exactement c'est quoi. C'est genre Armored Core, mais Dragon Ballified, if that makes sense. Stand back, everyone. I'll take him out myself. That Zeu, is there no end to the secrets he was keeping from his own army? One of the nasty Was that Matt Mercer? That foolish war. I seriously don't understand human. Okay. Plein de pre-order bonuses pour Sandland. Fait que comme j'ai dit, 26 avril pour Sandland. Coverage? I don't know, man. Moi, ça va vraiment si l'histoire est bonne, ça va être pertinent, mais le gameplay m'attire pas de base. Si on me donne, je vais le faire, là. Ouais, non, c'est ça. If you give it to our boy, il va le couvrir, mais sinon, je sais pas, j'ai jamais eu un intérêt particulier pour Sandland là, depuis qu'on l'a vu. On l'a vu au travers de plein de différents événements, mais ça m'a jamais comme intéressé particulièrement. Fait que on s'en reparle au mois d'avril. Maintenant, un autre Japanese ass game, Unicorn Overlord. On a un nouveau trailer qui explore davantage ce titre-là venant de Atlas. Sort le 8 mars sur Xbox Series, PlayStation 4 and 5 et Nintendo Switch. Is it not safe for work? What do you mean it's not safe for work? C'est un JRPG. Overlord. 指揮官の手引き、探索の心得編。殿下、我々は帝国の支配するこの世界を救うため。大陸各地を解放していかねばなりません。そのために必要なことを Comme le trailer est en anglais pis tout, mais les voix non. Le gars il s'appelle Alain. Le gars il s'appelle Alain et il parle en japonais. Ok. この大陸は
もともと5つの国家に分かたれていたほどの広さを持っております。その広大な世界をめぐり、我々は帝国と戦うための力をつけていく必要があるのです。なるほど。ならば拠点に近い場所から進めていくのが。On pense à la série Valkyria, mais en mode action RPG Sand of Time. 方がよろしければそれも一つの手でしょう。ですが。どこへ向かい何をなすかは殿下次第です。Ça me fait penser, ce jeu, ça me fait penser à genre Atlas qui essaie de faire un Octopath Traveler type game. 駆け巡ってみましょう。世界を巡り歩いていればクエストが発生することがあります。困りごとを抱えた者に出会ったり、盗賊に行く手を阻まれたりなど様々な。Mais le jeu, moi ma question c'est est-ce que le jeu est traduit en anglais? クエストが発生すると c'est weird as hell là. クリアすれば報酬を得られます。 Parce que oui, Atlas c'est une compagnie japonaise, mais tu sais, Persona c'est traduit. Shin Megami Tensei, me semble c'est traduit aussi là. C'est plus pur, I guess. C'est bizarre pareil. クエストは一度発生すればリストに登録されますので。もしも挑んでみて難しければ後回しにするのも良いでしょう。大陸には多くの町があり、それらのほとんどは帝国によって支配されております。我ら解放軍の手によって圧政に苦しむ町や砦を解放いたしましょう。そうすれば我々もそれらの施設を使えるようになります。Atlas c'est aussi un publisher, c'est clairement pas un jeu qu'ils développent eux-mêmes. 探索も行いやすくなりそうだ。C'est qui le développeur d'abord de Unicorn Overlord? On le sait-tu? その場合は資材を納品することで町を復興させることができます。Vanillaware. C'est pas eux qui font des visual novels. Yeah, c'est eux qui ont fait 13 Sentinels Aegis Rim. Je pensais que c'était Atlas qui le développait. Bon, ben, there you go. Merci de la précision, joueur sans fromage. I guess c'est peut-être pour ça qu'il est juste en japonais. Parce qu'il y en a qui savent si 13 Sentinels c'était traduit. ユニコーンオーバーロードは2024年3月8日発売。ご予約お待ちしております。C'est pas particulièrement un dev de visual novel, Vanillaware. Mais tu sais, quand je pense à ce studio-là, je pense à Aegis. 13 Sentinel Aegis' Rim. Là. Il y a plusieurs jeux que j'ai bien aimé d'Atlas, mais que je trouvais weird, puis j'ai réalisé qu'ils aidaient aussi d'autres devs à publier, puis ça a cliqué. Bon, des side-scrolling RPG surtout, if I recall. Et où Neveska quand on a besoin d'elle, c'est vrai, hein? Et où Neveska, spécialiste des JRPGs et tout ce qui est Japan. Yeah, mais c'est pas un visual novel 13 Sentinels. Mais c'est quoi d'abord? Me semble ça feel. Ça feel visual novel là, de ce que j'ai vu. Role-playing action game strategy. Ah ouais. Est-ce que je me trompe avec un autre titre d'abord? Peut-être, là je suis en train de me poser des questions. C'est un strategy game avec des visual novel elements. Ok. Ok. Anyway, reste que Unicorn Overlord. Horrible name. Japanese as hell game. Et ça sort le 8 mars. Pour les gens que ça intéresse. What's up, super agent? Prochain trailer. Tekken encore, man. Another Tekken 8 trailer. Il y a où le launch trailer, man? Le jeu sort en 2 semaines. On est rendu là à avoir un launch trailer. Cette fois-ci, reveal pour Alisa et son gameplay. Ah! Breaking news, on m'a dit qu'on a plus le trailer pour Tekken 8 Alisa. C'est pas long. On va aller chercher ailleurs. There you go. There it is. Le URL n'était plus bon.
Non, je savais même pas qu'il y avait ça, Super Agent. Le Sim Racing Event. Tekken 8 Accolades trailer. Je l'ai même pas sorti. Tekken 8 New Challenger. Organisé par Paro Info. J'avais aucune. Hello? Let's rewind. Écoutons encore une fois ce delivery de la part de l'annonceur. New Challenger. Alisa Boscanovich. Boscanovich! Ah, l'annonceur de Tekken, c'est le MVP. C'est le MVP. Je sais pas, temporal. Ah, what the fuck? What the fuck? Oh my god, elle utilise sa tête pour faire les combos. Si, ouais. Non, Drake, je pense que, tu sais, chacun a ses communautés, là. Dude, c'est quoi ce trailer là? What is this character? Elle détache sa tête, man, pour attaquer et faire genre un fatality. That is Tekken, man. Man, that is your head. Effectivement. Effectivement, man. You need to relax. Fait que ouais, un autre trailer West Savage pour Tekken 8 qui sort le 26 janvier across PlayStation 5, Xbox Series et PC. Imagine un meeting de conception pour pitch l'idée de ce character-là. Mais c'est-tu un personnage qui a déjà été dans Tekken dans le passé? Ouais, Tekken 6. Fait que ça remonte à 2008. Je connais pas le lore de tous les personnages de Tekken, là, fait que... Tekken 8, c'est comme une introduction pour moi à tout ce monde-là, là, parce que j'ai pas vraiment suivi la franchise up until that point. Fait que, yeah! Un genre de robot Japanese qui peut pitcher sa tête. Interesting. Ensuite, Wolong Fallen Dynasty a été annoncé plus tôt ce matin. Complete Edition, j'aurais plutôt dire, parce que Wolong est sorti last year, on se rappelle, mais Wolong Fallen Dynasty Complete Edition va être disponible exclusivement de manière digitale le 7 février, fait que presque un an exactement après sa sortie originale, et va inclure le jeu de base ainsi que les 3 DLC plus d'autres bonus additionnels. Fait que le 7 février, fait que ça met en vedette le Battle of Zhongyan, Conqueror of Jiangdong et le Upheaval of Jingxiang DLCs. Quoi d'autre ça dit? More difficulty levels, expanded functions, new endgame content. The complete edition also includes all of the updates to enjoy from the start, including equipment and stages from collaborations with Naraka Blade Point, Lies of P, and Neo 2. Il y a aussi le Records of the Grand Historian comme bonus et le Xuan Wu, me semble que c'est Xuan Wu, c'est le même que ça se dit, Armor, qui est quand même pretty badass. To celebrate the release of the complete edition, the bonus will be available to all players for a limited time. Ok, fait que même si t'as pas le complete edition.
On va voir pre-order right now. Click here to purchase. On va-tu? The Standard Edition. DLC, non. Ça semble pas... Je voulais voir le prix, mais ça semble pas l'avoir, malheureusement. Ah, Super Agent n'avait pas besoin de dropper l'historique de Paro Info. J'y connais. J'ai déjà collaboré avec Paro Info pour un événement. Mais je savais juste pas qu'il y avait il y avait genre l'événement de Sim Racing qui avait lieu. Désolé si c'était pas clair. Cool game. Yeah, bon jeu, mais pas aussi bon que Neo 2. On a Folklore dans le YouTube chat qui dit How the fuck did I get here? T'as cliqué sur un stream, buddy. That's how you got in here. Mais bienvenue, on couvre l'actualité dans le monde du jeu vidéo ici même. Dernier trailer pour aujourd'hui, avant qu'on embarque dans notre segment divertissement. Golden Sun, pas juste le Golden Sun original. Golden Sun The Lost Age. Les deux jeux arrivent sur le Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack le 17 janvier. About damn time. Old School RPG sur Nintendo, mon cher Drix. Le soleil doré, je parle. Game Boy Advance Golden Sun. Game Boy Advance. Et l'autre Game Boy Advance as well. Effectivement. Fait que c'est des Game Boy Advance RPGs que je n'ai pas joué parce que c'est sorti in the early 2000s. Ok? Et moi, les RPG back then, je voulais rien savoir de ça. Le seul RPG que je jouais, c'était genre Mario and Luigi. But yeah, ça arrive sur Nintendo Switch Online la semaine prochaine. Mais il semble que la fin était underwhelming de Golden Sun 1. C'est qui le développeur de Golden Sun, by the way? Camelot. À leur peak, man. Ils faisaient des bons jeux. Je te dis. Non, pas Camelot. Camelot qui a fait plein de sports games. J'ai encore mes games sur mes vieux Nintendo DS. Et en plus, je les avais achetés Day One. And Felix, c'est un OG. Il y a encore son Apple II version de Prince of Persia. Il y a encore ses Golden Suns. Ouais, Felix, il y a un musée, man, d'artefacts de jeux vidéo. J'ai des SNES stackés verticalement comme un épée dans mon armoire. Fait que des bons ajouts là, si je me fie au feel, aux réponses des gens là, on social media, là, comme vous pouvez voir là. Golden Sun mentioned. On y pop off. C'est toi, Eric, qui a posté ça là? Les vieilles cassettes de Golden Sun? On achète le online juste pour Golden Sun. Ben, je suis pas mal sûr qu'il y en a que ça va être le cas là. I respect that, effectivement. Respect le OG-ness de Eric. Fait que c'est tout pour les nouvelles relatives aux jeux vidéo pour aujourd'hui, les amis. Transitionnons vers le divertissement avec un review roundup pour Mean Girls. Oui, oui. Le musical / reboot qui sort aujourd'hui au cinéma. Fait que 20 ans après l'original, we got this modern take sur Mean Girls. Se situe à 70% sur le Rotten Tomato Meter. Avec 108 critiques de listés.
Est-ce qu'IGN ont publié leur vidéo review? Semblerait-il que non. Mais j'ai une autre critique du YouTuber Dan Murrell on the YouTube qui a vu le film et qui partage ses impressions. Hits theaters this weekend, and I know everyone's probably going to make the same tired references in their reviews, so I'm not going to sit here and say something like, "Get in, losers, we're reviewing Mean Girls." Oh, but I did it. You kind of did, effectivement. Hello everybody, I'm Dan Murrell, and I'm here on the road to give you my review of Mean Girls 2024, which is hitting theaters this weekend. The embargo just dropped, and if you're like me, you're probably thinking, wait a minute, a remake of Mean Girls? That movie's what, like 10 years old? No, it's 20 years old, and if you're not shocked by that, it's because time hasn't sped up for you yet. Don't worry, 20 it years will, old, that's and when it crazy. does, it's gonna be disturbing. The original Mean Girls is a movie that I was aware of, but that I didn't actually watch until a few years ago. I did rewatch the first Mean Girls to prepare for this review, and Je pense que j'ai vu ça pour la première fois au primaire, man. First time. It's a really strong cast, and I think it's got some great jokes in it. A lot of the high school stuff I felt like was fairly standard, but I understand why it has endured for so long culturally, because the high points, the high highs, the funny jokes are worthy of being remembered. This version is an adaptation of the musical that hit Broadway back in 2018. The screenplay is still credited to Tina Fey, who wrote the original, but this version is directed by Samantha Jane and Arturo Perez Jr. in their feature debut as a directing team. You probably know the story of Mean Girls just by cultural osmosis. New girl Katie Heron infiltrates the Plastics, a clique of high school girls who rule the school, led by Queen Bee Regina George. But as Katie works to undermine the Plastics, she finds herself becoming one of them as hijinks/drama ensue. Taking over Lindsay Lohan's role as Katie is Angourie Rice, who captures the naivete that this character has perfectly, and she also does well with Katie's transformation as her undercover role becomes a little too real. B.B. Wood plays Gretchen Wieners in this version, originally played by Lacey Chabert, although the character's family relationship with Toaster Strudel is eliminated from this version of the movie, mainly because I'm not sure how many people still eat Toaster Strudel or know what Toaster Strudel is. Avantika plays Karen, the role originally played by Amanda Seyfried, who is a very dumb character, and she really does get some laughs. She plays dumb really well, although it's hard to match the otherworldly dimness that Amanda Seyfried brought to the original role. Well, Drake, ça va? Are you having a stroke, buddy? Were entertaining and were well performed, but on a character level, I thought that they were sidelined a bit in order to make room for the music and for some other story points that were added to the movie. So this is an area where I'd say the characterization is actually a little bit less than you get in the original. The Drix, and the actor with maybe the toughest role to play is Renee Rapp, who has to inhabit a part that was completely crushed by Rachel McAdams in the original film. 2004 was a big year for her. This is Rapp's first film, and I suspect that this could very well be her Star is Born moment, because she owns this version of Regina George. This is a part that she played on Broadway, and she brings all of that and more to the film version, that stage presence. Ils ont pris une actrice de Broadway. Toutes ces affaires, je savais pas, man. The entire cast of the movie does really l'annonce de ce well. film-là est comme sortie de nulle part. J'étais comme, wait, ils font un remake de Mean Girls? But Renee Rapp gets, I think, the show-stopping moments, which really isn't that much of a surprise because in drama and in musicals especially, the villains are often the ones that get these star-making turns. The big bombastic numbers, that's what Regina gets in this movie, and Renee Rapp really does a lot with this role. Of the supporting cast, Auli'i Cravalho gets the most time to shine as Janice, Katie's first friend, who also initiates the plan to destroy Regina. Of course, I'd heard her sing as Moana, but this was the first on-screen acting performance where I really got to see what she can do. And I think that the character's done a lot of favors because they expanded the role for the stage. That carries over to the film, and it really is an exceptional supporting performance in a movie, by the way, that really doesn't have a bad performance in it. I had never seen the Mean Girls musical, and I hadn't listened to the music at all, so I didn't really know what to expect. And for the first, I'd say, half hour of this movie, I thought it was a perfectly okay recreation of the original film. The performances were good, the jokes were mostly the same with a few punchy new additions, the songs were catchy but unspectacular. But as the show progresses, this Mean Girls seems to give itself permission to be its own thing.
About halfway through, it begins to sort of riff on the original film. It's a bit more Ma updated, sœur with aussi, more of mais a le modern 35. idea of what high school today would be like when you add in things like Il y a aussi social la nostalgie media. qui joue It has là-dedans, fresh là, Block. perspectives on some of the characters, be some real. plot tweaks that simplify some story points and expand on others, and really just moments that let these characters shine in their own individual way and not just as a version of something that somebody else already did. What begins as an okay recitation of the original Mean Girls really does pick up steam as it goes, and by the end, I was as invested in this version as I was in the original film. I'd even go so far as to say that this version of Mean Girls, while it may not surpass the original film, definitely challenges it, and I think earns the right to stand side by side as an alternate version of the same movie that's just as satisfying, but in different ways than the original. Yes, you lose some of the stuff that's great about the first film, Amy Poehler's performance and a lot of the other supporting performances and some of the jokes, but I think that you also gain a lot, especially if you're coming at it from a more modern sensibility and what high school is like right now. There's a lot to be added to this story here. True. In addition to the stuff that's L'école taken away, secondaire and a I think beaucoup that you really changé can view this depuis as sort mon of temps. 1A and 1B of the same story in a way that I think is similar to how I view the original West Side Story and Steven Spielberg's version. I don't think that the remake surpasses the original, but I think you can watch them together as two alternate angles on the same story, both satisfying. That's not to say that this movie's running away from the 2004 version. Tina Fey and Tim Meadows are back. They're playing the exact same roles. There are references to the original film that definitely drew some applause and cheers in the crowd as the movie goes on and sprinkled throughout the movie. But much like a lot of the characters in this film, when this version of Mean Girls stops pretending to be something that it's not, it really is able to find its true self. Maybe it was a little too difficult to do the first act of this film differently and to set up the characters and make jokes differently than you did in the first film, because you are following the same même West Side Story, je savais même pas si c'était un remake. Contrast for me from where we began this movie to where we ended it. And I could feel that energy changing in the room. The screening that I was in was some movie critics, but mostly public people, the audience, the people that were there for a preview screening. You could tell that they were Mean Girls fans. They were excited. There was a buzz going before the movie started. And when the movie began, it was getting polite laughter at the jokes that everybody knew because they'd probably seen the movie I don't know how many times. But as the movie went on and it began surprising people and adding in new jokes, as the numbers began hitting harder, as we began spinning characters in different ways, the laughter picked up, the applause picked up. You could feel the energy rising in the room. And by the end of the movie, when the virtual curtain, so to speak, closes on Mean Girls, it got applause like it was a Broadway show. You could feel the movie winning this audience over. And they didn't just want a recitation or a recreation of the first movie, because they could go home and watch it. I could tell that they were very happy at the things that were changed, at the new and fresh perspectives that the film had to offer inside of that very familiar framework. A lot of that was the energetic direction from Samantha Jane and Arturo Perez Jr., who seemed to have a natural instinct on how to direct and stage a movie musical. The camera swoops and dives. Sometimes it mimics a phone, sometimes it glides around in unbroken shots, but it always brings the energy. And the show itself plays with the musical form. Some numbers are staged as fantasy sequences. Some of them are staged as farce. Sometimes it plays with the idea of almost a self-awareness of being in the musical. For lack of a better word, Mean Girls doesn't feel stagey in its adaptation from the stage, and feeling stagey is absolute death to the film adaptation of even a great musical like The Producers or Jersey Boys. This doesn't feel like you're just filming a show that's on a stage. It does feel like the feature adaptation of a musical, and I think that's why it also works. I think fans of the original film are going to be won over by this version if they give it room to breathe and do its own thing. And if you haven't seen Mean Girls, or you're thinking of taking somebody who hasn't seen Mean Girls, I think it works perfectly fine as an introduction to the story, because it's the same basic story, pretty much the exact same setup, and you have a great riff on these characters. I think the thing that people took away from the original Mean Girls film, they can still take away from this film. So I think it's perfectly okay to see this version first if you haven't seen Mean Girls,
and then do a follow-up watch, a first-time watch of the original movie afterwards. I don't think you're going to lose anything or be lost. I don't think it's going to ruin that film experience for you. So on my personal scale, 2024's Mean Girls gets a solid it's good rating because of that last half of the movie and the energy that it really picks up as it goes. If you're looking for a fun night at the theater with an old favorite or a fresh take on an old favorite, or if this is your introduction to the story, I don't think you're going to be disappointed with Mean Girls, and so it gets a recommendation from me. What do you think? Are you excited for this new version of the story? Let me know down in the comments section below. And as always, thank you so much for watching the channel. Stay tuned. I've got more reviews coming up. De mémoire, fait longtemps que j'ai pas vu le film original, là, mais de mémoire, c'était cheesy as hell. Puis là, surtout qu'ils mettent un spin un peu plus... Ben, un spin musical derrière tout ça. Ben, du cheese savant. I guess. Fait que, overall, les critiques sont positives pour Mean Girls. Si on regarde d'autres critiques listées sur, j'allais dire Metacritic, mais Rotten Tomatoes. On a The Boston Globe qui dit, though I enjoyed both films, I had the same problem with this Mean Girls as I did with the original. I didn't know whom to root for as the story played out. 3 sur 4. Les étudiantes ont l'air d'adultes, pas avoir 15 ans. Oui, mais ça, c'est toutes les productions américaines. Tu regardes n'importe quel TV show, film, les étudiants ont tous l'air beaucoup trop vieux, alors qu'ils sont censés être au secondaire. C'est tout le temps de même, là. Ça n'a jamais changé, là. À part genre Stranger Things, mais en même temps... c'est pas la même affaire. Ouais, sauf Stranger Things. À part Degrassi dans le temps. Ensuite, let's see. Moviefreak.com. Sarah Michelle Fetters, qui n'a pas aimé ben le film. 2.5 sur 4. I wish I could bake the film a cake filled with rainbows and smiles and everyone would eat and be happy, but that's not the case. Heck, I'm pretty sure we don't even go to the same school. Okay, madame. The Daily Telegraph. Robbie Collin qui dit, while you don't have to be doused in Mean Girls lore to enjoy it, it carries itself like a sing-along tribute, with every classic gag delivered like an applause line, and every key scene overplayed with lip-smacking relish. Fait que c'est ça, c'est comme t'as pas besoin d'avoir vu l'original pour apprécier ce film-là, ce qui est une bonne chose. Faudrait pas qu'il se fie sur le fait que t'aies vu un film d'il y a 20 ans pour pouvoir écouter celui-là. On va terminer avec... on peut lire le excerpt de IGN. Rendu là, vu qu'on n'a pas le video review. IGN qui ont donné un 7 sur 10. Disant, The Mean Girls musical is an energetic and slick update of the 2004 film for today's generation. Puis je pense c'est ça le but principal de ce produit-là. C'est que ce soit justement un remake adapté pour la génération, pour les Gen Zs out there, les Gen Zers out there au grand écran. Fait que à blonde va aller le voir, je sais pas si on va aller le voir en fin de semaine, peut-être soon, on va aller se faire une petite date au cinéma. Mais yeah, Mean Girls out dès aujourd'hui en cinéma. Ensuite, on a eu notre segment Layoffs plus tôt dans le show d'aujourd'hui, mais même du côté du divertissement, il y a des layoffs qui sont annoncés ou mis en place. Pixar va avoir de layoffs significatifs cette année. C'est rapporté par Discussing Film via TCRN, TechCrunch, ok. Il va y avoir jusqu'à 20% des employés qui vont être mis à pied. Le chiffre exact est déjà... ou le chiffre exact risque d'être déterminé parce qu'ils n'ont pas encore la confirmation à ce niveau-là. Wait, le Doc Mayou est mort pour vrai? Eh ben. Anyway. Disney's owned animation studio Pixar is poised to undergo layoffs this year. TechCrunch has learned, and the company confirmed, while sources at the company said the layoffs, exact, rest in peace, lui pis ses takes discutables, would be significant
and as high as 20% or reductions that would see Pixar's team of 1,300 drop to less than 1,000 over the coming months. Pixar says those numbers are too high. Rather, the studio said the number of impacted employees is still being determined due to factors like production schedules and staffing for future greenlit films. Fait que, yeah, on le disait tantôt, là, peu importe l'industrie auquel tu travailles, it's shitty time, le monde perd leur job. Puis Pixar, qui quoique leur dernière production n'a pas autant rapporté d'argent, là, juste Elemental, là, ça n'a pas, me semble, épaté la galerie. Là. On a-tu des chiffres ici? Pixar's Elemental was cited as one of the popular titles to hit the streaming platform in the quarter, alongside other Disney and Marvel releases. Elemental had grossed $500 million worldwide, Disney said, and was the most viewed film on Disney Plus in the quarter, but was initially considered a box office bomb and one of the worst debuts in Pixar's 28-year history. The film made up for its poor opening over time, but had followed other underperforming titles like Lightyear and Onward, which forced Disney to reconsider its release strategy. Fait que c'est ça pour les layoffs du côté de Pixar. Avant qu'on embarque dans nos 2 trailers pour conclure le tout, on a du casting du côté de The Witcher Season 4, que je sais pas s'il y a du monde qui sont intéressés par The Witcher Season 4 à cause du recasting de... there you go, Smite 2 les amis, confirmé. Nous interrompons Breaking cette news diffusion pour une présentation spéciale. There it is. Si on replonge dans l'actu jeu vidéo quelques instants, donc on en parlait at the top of the stream. Smite 2 a leak via Steam Russia et c'est maintenant confirmé. Smite 2 features full crossplay and cross progression, so you can play with friends regardless of platform and take your unlocks with you from PC to console. Visuellement, ça semble pas être davantage approfondi. Est-ce qu'on a des détails additionnels? Ça dit Unreal Engine 5 coming soon. Et là, c'est Timeforge Games, le développeur, et non Hi-Rez. Ça a tout le temps été ça pour Smite? Il me semble que c'était Hi-Rez le développeur, à moins que je suis dans le champ. Non, Developers, Timeforge Games et Hi-Rez Studios. En fait, ça n'a jamais été Hi-Rez Studios le développeur. Ça a tout le temps été Titan, mais Hi-Rez était le publisher. Ben, coudonc. Hey, l'original Smite remonte à Unreal Engine 3. C'est vieux, là. Et ça semble être vraiment comme un nouveau jeu, là. Pas comme un update. Comme qu'on parlait tout à l'heure. Un new entry. On va voir si on a des détails additionnels. Non, ça dit pas exactement, mais tu sais, il y a crossplay. Ça va être sur Unreal Engine 5. Ok. On a eu la confirmation de tout ça. J'imagine qu'on a des détails additionnels as the time goes on pour Smite 2. Donc, si on revient à casting pour The Witcher Season 4, là, je disais comme quoi que je sais pas s'il y en a qui sont intéressés par la 4e saison de The Witcher, parce que Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Geralt. Ça va être... C'est qui donc? C'est... J'ai Tom Hiddleston en tête. Je sais que c'est pas ça. C'est... Hemsworth. Liam Hemsworth, right? Il va incarner Geralt. Là, Lawrence Fishburne va incarner Regis dans The Witcher Season 4. Ouais, c'est ça, Alexis. Le frère de l'autre big time Hollywood actor. Puis tu sais, juste, on le voit dans le first reply à ce tweet-là. He's great, but I have no interest in The Witcher since Henry left. Je suis pas mal sûr que Season 4 de The Witcher va être la dernière pour la série Netflix. Parce que c'est ça, le monde sont juste comme... On peut intéresser. Ils sont juste plus intéressés. Liam est rendu thick aussi, ouais.
Just let it go, bro. It's over, effectivement. Lawrence peut être un bon Regis. Je connais pas le background de Regis dans The Witcher parce que, I mean, j'ai joué genre 1 heure à The Witcher 3 puis that's it. Mais c'est vraiment pas bon comme show, sorry. Ah ouais, Alexis, même les 2 premières saisons, t'es pas aimé? Damn, that's tough. That's tough. On termine avec 2 trailers. On a le premier trailer. On avait la confirmation que Curb Your Enthusiasm se terminait avec la prochaine saison. Puis tout ça allait débuter le 4 février sur HBO. Mais là, on a le first trailer pour la dernière saison de Curb Your Enthusiasm. Regardons ça ensemble. Have you noticed that when you take a picture, you don't look nearly as good as you do when you look in the mirror? Because the mirror is how you see yourself, and the photo is how you're seen. Fuck, that's deep. Whether I'm right or whether antibiotics. Yeah, antibiotics. And that gives men breasts. Well, Larry could grow breasts. I thought of Larry with breasts. You know, you get pretty cute. It's not good for you. Pretty cute. I gotta be me. That's what happens when people have sex. They say, I love you. You're very special. People talk like that? Yeah. Men do that? You're small, you're petty, you're jealous. You're a walking fucking virus, Larry. I gotta be free. Very sorry to hear about your father-in-law, but thank you. Well, that's, you know, it's a little better. Your dad's still alive? Yeah. Oh, well, there you go. I think it's the happiest I've ever been in my life. I don't even know who I'm looking at right now. How is something good happening to me? How did you decide on the last name anyway? I assume it's your semen, right? What did you just say? I have to accept the fact that you're wired like a fucking lunatic. Damn! You're a cheater! No, you're a cheater! You always have to be the center of attention. There's an authenticity involved in caring about oneself. Get the fuck out of my house. Wait, let me say goodbye to your stupid fucking dog. Don't don't you touch that Do dog. not touch the dog. Damn, je pense pas que c'était autant funny que ça, Curb Your Enthusiasm. Disappointed. I was expecting more from a childhood hero. I really did the best under the circumstances of a person who hates people and yet had to be amongst them. Parce que, me semble, ça c'est genre comme le reboot qu'ils ont eu. Parce que Curb Your Enthusiasm, ça remonte à longtemps, right? Puis là. Attendez. C'est ça, il y a 12 seasons de Curb Your Enthusiasm. Puis ça, c'est comme. C'est ça? The 10th season aired in 2020, the 11th season 2021, 2022. HBO renewed the series for the 12th and final season. Ok, non, ça continue de même, ok. Je pensais que c'était comme une autre, c'est comme un reboot de la série. Mais non, c'est juste que depuis 2000, ils ont comme fait différentes saisons. Je l'ai jamais vu, mais yeah, dude, le choix a la réputation d'être crampant. Yeah. Moi, la seule affaire que je connais de Curb Your Enthusiasm, c'est le theme song, là, comme pas mal de gens, je crois, right? Puis avant, il était writer sur Seinfeld. C'est ici, là. Que j'ai déjà mis de l'avant dans mes highlights que j'ai fait. Fait que, yeah. Mais ça a l'air quand même. Ouais, ça vient de ça. Ça vient de ça, Isabelle. Fait que, yeah. Final season, le 4 février sur HBO. Larry qui porte un MAGA hat pour pas se faire écœurer. I can't get out of it. It's Phil Rosenthal. He just... What do you do? How many times can you say no? You couldn't do the big goodbye. I did the big goodbye. He saw right through it. Ah, you know what I'll do? I'll call you in the middle of lunch. Say it's an emergency, you gotta go. I did that the last time I had lunch with him. Oh boy, that guy's relentless. We on for golf on Saturday? Yeah, Arnie Nord is. On skip ahead quand il y a le... Good to see you. Sit down, sit down. Boy, I'm so you glad have we did no this. It was such a good patience. idea. You were definitely right. I'm starving. I hope this place I wanna is see good. the good Yeah, parts. it's great. It's a big portions on the food and everything. It's really
fantastic place. You know what else I've been thinking? Really thinking about this Ethiopia thing. Yeah, actually, I heard that we have some budget cuts and Ethiopia is a little expensive. Tout le monde le dévisage. Wasn't that one of the shithole countries? I can't remember if that was on the list or not. Oh, look, I'm getting that thing. Oh. Oh, yeah. Le pire, c'est que c'est sûr que dans la vraie vie, là, dans une place où est-ce que justement c'est moins des Trump supporters, si tu mets un MAGA hat, tu vas te faire dévisager un petit peu. Fait que curb your enthusiasm, mesdames et messieurs. Dernier article, trailer, whatever you want to call it, pour la Victime Minute d'aujourd'hui, qui va compléter cette première Victime Minute. Ou semaine de Victime Minute, il manquait un mot à ma phrase. On a le trailer pour Abigail. Je cherchais le titre, j'étais vraiment perdu, j'étais comme, c'est pas Matt Benetti, c'est pas Giancarlo Esposito, c'est Abigail. Qui est un horror movie qui met en vedette justement Giancarlo Esposito, Dan Stevens, Catherine Newton, Angus Cloud, R.I.P., Melissa Barrera. Regardons la bande-annonce pour ce film qui sort le 19 avril. You all came highly recommended. You know the Yeah, exact block. real names, no backstories, no cell phones. So whose kid is she? A very wealthy man who's about to be $50 million poorer. I'm here to make sure you're safe. What's your name? Mine's Abigail. You can call me Joey. Do you have any kids? I have a little boy. See you in 24 hours. Do you know what a pinky promise is? If you behave and do as we say, I pinky promise you, it'll all be over soon. Joey? Yeah. I'm sorry about what's gonna happen to you. Oh shit. What the fuck? Shit, we gotta get out of here. Y'a pas un jeu que c'est ça le concept? Genre Dark Pictures? Y'a pas un Dark Pictures que c'est un peu ça, genre le... What the fuck? What the fuck is that thing? Exactement, c'est ce que j'ai dit, madame! A ballerina vampire. Okay, how do we kill a vampire? What are we talking about? Like an Anne Rice? Or Non, mais... you know, Twilight? Stake through the heart. C'est quel qui est sorti? On dirait Rosalie Villeneuve. Vampire. Je connais pas. Ready? Vampire on my ass! Arc. Arc. What can I say? I like playing with my food. Whoa, whoa, whoa! She's fucking flying! Mais ça, c'est un genre de film d'horreur qui se prend pas trop au sérieux, on dirait, là. Ça ferait pas pire. Ça ferait pas pire. Mais... Le Dark Pictures game, là, en question, c'est lequel? Dark Pictures Anthology. Let's see. The Devil in Me, c'est celle-là? Il me semble que ça me fait penser à celle-là. Là. Parce que genre un Murder Castle or something, slasher film. Des petites comparaisons là. Avec les vampires, c'est avec des militaires.
C'est super bon celui-là. Pour vrai, les critiques me semblent disent que c'est un des moins bons. Mais c'est pas, lui, c'est pas avec les militaires, Jezebel, c'est l'autre d'avant. C'est House of Ash. Que tu joues some army people là, avec what's her name? Comment elle s'appelle l'actrice principale? Ashley Tisdale, there you go. Mais yeah, ça me faisait penser à ça. Mais ça a l'air quand même cool, Abigail. J'imagine que ma blonde va vouloir voir ce film-là. Là. Sur ce, les amis, c'est ce qui complète la semaine en nouvelles. Hey, on peut pas dire qu'on n'a pas été servi en nouvelles cette semaine. Jesus Christ. Et next week. Oh, on a eu un copyright strike sur YouTube. Whoops. J'espère que la rediff va pas être effacée. C'est tout le temps avec les trailers de films ou de séries, man, qu'on se fait fuck sur YouTube. Avec les jeux, on est chill. Mais le divertissement, il aime pas ça YouTube quand on regarde des trailers. En plus, là, j'ai mis le trailer sur Twitter. J'ai mis le trailer de Twitter pour pas me faire flag, mais même à ça se fait flag pareil, là. It is what it is. Fait que, ouais, on est quand même été servi pour cette première semaine du retour de la VIICTIIMINUTE. Puis next week, là, boy oh boy, it's gonna be a good week. Alors qu'on a des sorties comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a la sortie officielle de Prince of Persia, The Lost Crown, Pal World et The Last of Us Part 2 Remastered pour en nommer quelques-uns. Fait que look out for coverage de potentiel coverage de ces titres-là next week. Entre-temps, aujourd'hui, coverage à venir sur ma chaîne YouTube, 2 vidéos. Une de Pacific Drive que je vais mettre en ligne dans quelques instants. Là. Juste que je mette le thumbnail, puis la description, puis it's good to go. Et plus tard cet après-midi, on va avoir mon playthrough de la démo de Prince of Persia si vous voulez voir mes impressions de ce early chunk du jeu-là. Donc, davantage de contenu disponible sur la chaîne YouTube. Et si vous avez manqué les dernières informations ou les petits changements que j'ai apportés au stream, les rediffusions de la VIICTIIMINUTE sont maintenant disponibles également sur YouTube suite au stream, à moins qu'on se fait taken down. Comme là, je sais pas si la rediff va être disponible. Je vais figure that stuff out après le stream. J'ai oublié d'en parler au début du show, au début du live, mais j'ai ajouté un nouveau channel dans le Discord, justement, dans la section information, là, où est-ce que je link dump les versions ou les liens des versions audio et vidéo de la VIICTIIMINUTE. Fait que si vous avez manqué le show, que vous voulez être informé des actualités quelconques, well, there you go, Discord has it all. Et aussi, les VIICTIIMINUTE sont maintenant timestampés. Fait que s'il y a un sujet en particulier auquel vous allez avoir plus d'infos, ben, vous pouvez savoir à quel moment j'en parle. Isn't that great, ladies and gentlemen? Le trailer du making of The Last of Us 2 Remaster vient de drop. Ben, je le couvrirai pas malheureusement, because il est rendu midi. Puis j'ai d'autres trucs à faire. Oh, Grounded 2! Wait, c'est-tu genre un documentaire? Oh my god, we're watching it! Wait, moi je pense. Ok. Yo! Enfin! Enfin! Ok, we're watching this. Fuck that shit, we're watching it. Yo! Moi je pensais que c'était quelque chose de. Fuck, ok. Here we go. Ok, pour ceux qui savent pas, c'est parce que Grounded, c'était le documentaire initial de la création de The Last of Us. Back then, le original, puis là c'est Grounded 2. Fait que le documentaire sur The Last of Us Part 2. Oh man, that's gonna be good! That's gonna be good, les amis. Man, ça a pris 3 ans avant que ça sorte. Yo! This is the longest, most ambitious game in the studio's history. That's a big challenge to take on. Oh!
Il a été abandonné. The Last of Us was this beloved game that won all these awards. So many people were like, Last of Us 1 is perfect. They shouldn't make a sequel. My hope is it's going to make the first game even greater. That's the thing I love about the beginning of a project. It's like, it's all optimism. This is going to be the game that I always dreamed about making. Let's do something new. Let's take risks. Let's kill Joel right away. Let's just kill him. Yeah, I was like, spoilers! What? Do it. You're gonna piss a lot of people off. The scope on this game is extraordinary. I'm confident in the game if we finish it. I'll be frank, it's not looking great. I'm feeling burned out. I can't crunch like I used to. We started having these leaks. It was awful. There were a lot of days where I would just cry. And then oh my goodness, this is gonna be pandemic. So good. Are people gonna want to play a game that takes place in a pandemic when there's a real pandemic? Ever gonna finish this game? J'adore. It's a marathon, it's not a sprint. Keep the faith. When we come together, when we do this thing that people outside the studio talk about, like this Naughty Dog magic, this is what it looks like. Or Joel doesn't die. Are we getting this next week? So then what happens is En tant que remaster. Attends, mais ça disait ça en petit caractère? Grounded 2, making of The Last of Us available with downloadable update release date TBA. Come on! Sérieux? Fucking cock block. Maudit. Je t'ai dit. Ah, ça va être sur le big screen TV. I'm gonna watch the shit out of this. Parce que le documentaire là, de le Grounded, là, ben, le documentaire de Last of Us 1, là, so good, man. So good. Puis là, avec tous les enjeux qui ont accompagné The Last of Us Part 2, là, this is gonna be some good shit. Oh, some good shit. Il y a eu des leaks, mais en même temps, il y a une équipe pleine de tournages dans leur studio qui travaille. C'est un peu chercher pour le trouble. Même pas nécessairement, là, ils signent des contrats pour pas leaker des affaires. Puis il y a une différence entre des leaks. En fait, non, les leaks, ça vient tout le temps de l'interne. J'allais dire qu'il y a une différence entre les leaks internes et les leaks genre d'internet, mais c'est la même affaire. Mais ça m'étonnerait que c'est l'équipe de production du documentaire qui a leak. Mais quoique peut-être, vu que le documentaire a été abandonné, right? Dans les gens qui étaient comme fuck that, on sort pas le documentaire parce que vous avez leak our shit. Anyway, that documentary looks great. J'ai hâte de savoir quand ça sort, though. Ça avait sorti next week en même temps que The Last of Us Part 2 Remastered, là j'aurais été fucking hype. Mais là, semblerait-il que c'est pas le cas pour l'instant. Donc, moi j'étais parti pour m'en aller là. On va raider qui les amis? Who we raiding? Mamzelle J qui joue à World of Warcraft. Fait du leveling. There you go. Je sais que ça n'a pas rapport et je sais pas si quelqu'un a drop déjà, mais notre cher Dr. Mayou est parti faire de dos dans les nuages. Il a décidé, oui, je sais. Mais je sais pas si tu veux l'appeler notre cher Dr. Mayou, parce que ce gars-là a quand même eu des propos quand même fucking whack à mon avis. Là. Fait que, yeah. Quand c'est pas de ton employeur, le lien que la personne a pour ne pas leaker. Ouais, le docteur Maillet, c'est plus accurate là. Tu sais, l'équipe de tournage se sent moins coupable d'en jaser avec un ami comparativement à un dude qui travaille vraiment pour le studio. Ouais, non, c'est sûr là. Fait que, on va aller raid Mamzelle J pour wrap up this lovely day of streaming. De retour lundi avec la VIICTIIMINUTE pour ceux que ça l'intéresse à partir de 9h. Next week, c'est une autre 4-day streaming week parce que mercredi, je ne serai pas là. Donc, il n'y aura pas de Game of the Year Roundup comme je l'avais annoncé initialement lundi. Ça va être dans 2 semaines pour me laisser le temps de tout organiser.
Donc, yeah, sorry, mais duty calls, man. Duty calls. Yeah, I'm gonna enjoy my weekend. Je sais pas trop ce que je vais faire ce week-end. I'm gonna watch some TV shows. Je pense pas que je vais gamer ben. Je pense pas gamer ben. On verra. On verra. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. As per usual, je vous laisse avec Mamzelle J et du gros World of Warcraft. On se revoit la semaine prochaine. Bon week-end. Bye bye. À plus. Ciao.